Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute! Salut Nicolas! Salut Gauthier! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design System qui, pour la première fois, va quasiment parler que de Design System, dont on va reparler tout à l'heure. Tu m'as dit avant l'épisode que tu n'avais encore jamais écouté un seul épisode de ce podcast. C'est dommage, mais je suis sûr que tu vas te rattraper un jour ou l'autre. Donc pour t'expliquer un petit peu le principe, on va un peu discuter de toi, de comment tu en es venu à faire du design et de tes expériences passées. Et puis ensuite, on va parler de ton quotidien chez Blablacar et plus précisément de Design System, puisque c'est un peu le sujet sur lequel tu interviens tout le temps. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Très bien, oui, je peux le faire. Du coup, moi, c'est Nicolas Duval, nom très original. Et du coup, je suis Head of Design chez Blablacar. Voilà, et ça fait 5 ans que je suis chez Blablacar, donc je commence à faire partie des anciens. Je suis de ceux qui n'ont pas quitté Blablacar encore. Voilà, donc ça, c'est moi. Bien, on va rentrer un peu plus dans le détail. J'ai une question qui est toujours la question d'introduction que je vais te poser, c'est comment t'en es venu à faire du design ? Ah, très 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 bonne question. Ça remonte à très très loin. J'ai noté 2010. Ouais. Alors ça c'est ça remonte à 2010 la carrière, on va dire. Mais après j'ai l'impression que c'est un parcours assez classique de designer. Je crois que j'ai commencé très très jeune à être intéressé par le dessin, le joli, ce genre de choses. Et du coup, naturellement, je me dirigeais un petit peu dans sa direction. Je savais pas trop si je voulais faire, je voulais dessiner des voitures ou travailler dans la mode. Enfin, il y avait quelque chose autour de l'artistique à la base. C'était cette partie-là. Et puis en fait, j'ai eu un parcours un petit peu chaotique où je savais pas trop quoi faire, très généraliste au départ. Et puis en fait, j'ai rencontré quelqu'un autour de moi qui était directeur artistique. Et en fait, il a vu en moi quelqu'un qui avait le potentiel de faire des choses graphiques intéressantes. En tout cas, il pensait que j'avais un talent pour ça. Et donc, du coup, je me suis lancé. Au départ, j'étais parti pour faire de la joaillerie. Donc, m'étais inscrit à l'école du Louvre pour faire de la joaillerie. Et finalement, j'ai tenté un tout petit peu. Ça m'a pas plu tant que ça. Et puis, j'ai visité une école de design graphique où j'ai effectivement adoré l'école en fait et puis ce qui se faisait. Et en fait, j'ai commencé là-dedans en alternance et j'ai commencé dans des petites agences digitales, voilà, des studios multimédia comme on les appelait à l'époque. Voilà, et puis j'ai fait mon petit bout de chemin là-dedans. Au départ, j'étais très très visuel, c'était très dans le joli, très UI. Moi, j'aimais beaucoup ça. Je partais un peu vers le motion, ce genre de choses. Et puis je suis parti aux États-Unis une année. Où je voulais vivre le rêve américain. Je suis parti là-bas pour améliorer mon anglais parce que je suivais beaucoup de choses, surtout sur YouTube, et je regardais beaucoup de vidéos, mais je parlais pas très bien anglais, donc c'était un peu compliqué de suivre. Donc, je suis parti pour ça, c'était un peu bébête, mais je suis parti aux États-Unis pour ça, pour apprendre l'anglais. J'ai travaillé dans une boîte qui faisait des affiches de films et des shootings photos avec les acteurs de Hollywood, donc ça c'était super cool parce que moi j'adore la typo, donc on passait beaucoup de temps sur des chouettes typos, c'était incroyable. C'était une agence qui faisait, enfin ça m'a impressionné parce qu'il y avait 2 mecs qui travaillaient sur des affiches de films, ils faisaient 600 versions d'une même affiche. Enfin c'était impressionnant quoi. Il y a vraiment un travail de creuser les versions qui était intéressant. Et puis finalement je suis revenu en France où j'ai continué pareil l'alternance, j'ai repris les cours en agence aussi, et puis à un moment j'en ai eu un peu marre de faire du joli pour faire plaisir à des clients et des clients qui s'intéressaient pas trop à leurs utilisateurs. Et puis il y a eu Blablacar qui était là à ce moment-là et qui cherchait un visual designer. Et je me suis dit c'est peut-être moi je voulais faire plus du X, je me suis dit c'est peut-être l'opportunité. Je vais essayer de rentrer par un truc par lequel je suis pas trop mauvais. Visual design, ils cherchent ça, très bien, j'ai postulé. Moi je cherchais un contrat pro, eux non, on s'est pas compris. J'ai fait 10 entretiens, au bout du 10e j'ai compris qu'en fait ils prenaient qu'en CDI. Et là je me suis dit l'école ou ça, on va prendre Blablacar. Aujourd'hui je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est la meilleure université, Blablacar. Donc voilà, et donc du coup j'ai été vachement entouré, j'ai été entouré de très très bons designers chez Blablacar, très très bons UX designers, et c'est comme ça que j'ai un peu appris sur le tas
c'était quoi l'UX design. Et puis voilà, et puis j'en suis ici aujourd'hui, donc j'ai fait designer et je suis passé lead designer, et là juste récemment je viens de passer head of design, donc je me disais aussi quand tu as dit head of design que je n'avais pas noté cette information et que c'était passé sous les radars. Mais... Alors c'est marrant parce que du coup quand ça sortira ça sera officialisé, mais aujourd'hui ça ne l'est pas encore. Exactement. Ça sera officialisé demain. Ok, à l'heure où on enregistre, on est le 19 août et normalement cet épisode va sortir dans un mois, donc ça devrait être bon. C'est un peu l'exclu qui ne le sera pas au final. Exactement. Top. J'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours parce que tu disais tu fais un petit peu de web en agence, tu fais du motion, tu as fait du print du coup, enfin je dis print mais en fait c'est des affiches. Tu as un parcours qui est assez global. Ouais. Au départ, c'était une volonté pour toi de découvrir un petit peu chaque milieu, ou c'est plus des opportunités qui ont fait que tu as découvert au fur et à mesure et que ça t'a amené à la fin vers le produit? Alors, pour être honnête, je crois qu'au départ, c'était un peu je sais pas trop où je vais, puis je vais là où le vent me mène, et c'était ça et un peu de gut feeling. Et parce que j'aime aussi toucher à tout, et pour moi, le design, je l'arrêtais pas à du digital ou du print. Voilà, donc c'était plutôt touche à tout, et je vois ce qui se présente devant moi. Et pour l'anecdote, ce qui est assez rigolo, c'est que je suis vraiment un tocard, parce que quand je suis rentré chez Blablacar, en gros, j'ai rien compris à l'offre. Mais vraiment, j'ai rien compris. Je pensais que j'allais être dans l'équipe brand. Je me suis retrouvé dans le produit. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je savais pas c'était quoi le produit. Donc, je partais vraiment de zéro, quoi. Donc, c'est assez rigolo. Ça a été un peu au... Comment t'as fait pour te retrouver là, du coup? Parce que... Il cherchait un visual designer. Moi, j'avais fait je faisais plein de trucs, des applications, des interfaces, des logos, du branding. Je faisais plein de trucs en agence. Et en fait, ils cherchaient quelqu'un qui avait un œil visuel pour améliorer leurs produits. Et en fait, c'est con, mais moi, à l'époque, en agence, je faisais pas, il y avait pas de, on faisait un peu tout, quoi. Un peu de produit, un peu de UX, un peu de brand, on faisait un peu de tout. Et sans trop savoir ce que c'était. Je séparais pas du tout, moi, les catégories, quoi. Donc, je suis arrivé là, et c'est vrai que je savais pas trop où j'allais être foutu chez Blablacar. Et puis, je me suis retrouvé effectivement dans l'équipe produit. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que le produit, c'était vraiment un truc très spécifique. Ouais, c'est hyper. Mais du coup, tu te retrouves dans une équipe produit. Enfin, on va partir sur une discussion sur le terme, et après on reviendra un peu sur ta carrière, qui est que le visual design, normalement, c'est des gens qui font des illustrations, ou en tout cas, tel que c'est décrit sur le marché à l'heure actuelle. Comment, du coup, c'était une offre visuelle, mais qui était product designer? Enfin, c'était... Non, c'était vraiment... Alors, à l'époque, c'était visual designer, et quand je suis arrivé, on m'a effectivement beaucoup parlé de l'UI du produit et l'améliorer, quoi. Donc c'était vraiment, je partais sur améliorer l'interface visuelle du produit Blablacar. Donc même peut-être dans l'offre, je suis pas sûr qu'ils étaient super clairs sur visual designer. Et c'est pour ça que moi, du coup, je partais vachement à me dire, mais en fait, je vais peut-être faire un peu de brand, un peu de choses comme ça. C'était pas clair du tout. Pas du tout. Au final, pas du tout. C'est pas si mal, hein. Je suis très bien dans le produit. Sinon, tu serais pas là Exactement. Chez Blablacar aujourd'hui. Bon, du coup, visual designer, alors, pour remettre dans le contexte, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est Blablacar, c'est toujours d'ailleurs le leader du covoiturage, qui a été créé en 2004 sous le nom covoiturage.fr, qui a été racheté en 2006 par Frédéric Mazella, qui est le président, et ses associés, et qui devient Blablacar en 2013. Yes. Je fais un résumé assez simple. Avant qu'on parle de toi, de tes expériences, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien vous êtes chez Blablacar? Dans combien de pays vous opérez, parce que ça peut être intéressant, et quels sont les produits que vous proposez? Du coup, sur combien on est aujourd'hui au total en nombre d'employés, je vais donner une estimation, je ne connais pas exactement, mais on est à peu près 800. On est 800 personnes, ouais. Répartis en France ou Alors répartis dans plusieurs pays, donc on a plusieurs bureaux. On a moins de bureaux que de pays dans lesquels on opère. On est un peu éclaté effectivement entre la France, le Brésil, la Russie, l'Italie, l'Espagne. Voilà, je crois qu'on a 8 bureaux, quelque chose comme ça. D'accord. Et on opère dans 22 pays normalement. Voilà. Et donc du coup en termes de produits, tu parlais de covoiturage, ça c'est très historique. Là on est en train de shifter et d'aller dans une autre direction où on veut être si je redonne la vision, c'est be the go-to marketplace for shared road travel. Ce qui veut dire en gros tout ce qui est du partage de transport routier. D'accord. On veut être le leader là-dessus. Donc ce qui fait sens avec le fait de commencer à faire du bus et pourquoi pas après faire du train. Donc ça serait
moins road travel, mais c'est concrètement c'est du partagé quoi, du transport partagé. Ok. Puisque, tu en parles, mais vous avez racheté Webus, que je ne dise pas de bêtises, Webus l'année dernière et qui s'appelle désormais Blablaline et vous faites du coup des bus. Alors c'est Blablabus. Blablabus. Ouais. Et Blablaline, Blablaline, c'est on a des problèmes de branding aussi. Non, alors c'est Blablaline, c'est les trajets quotidiens. C'est le covoiturage trajet quotidien. Ok, bon, comme quoi je mélange un peu tout, mais c'est un produit en plus. C'est aussi un produit, ouais. On a ça et on a. Donc, ça, c'est sur le corps du business, c'est effectivement le transport. Ensuite, on va avoir le covoiturage, donc Blablabla. On va avoir. Récemment, on a ajouté des trottinettes. Donc, ça, c'est sur la micromobilité. On est en train de commencer à faire des petits pas dans cette direction. Et sinon, sur le côté, on a Blablasure, qui est en fait une assurance pour les conducteurs. Et en fait, qui est basé sur le fait que on sait que les conducteurs Blablacar, en général, sont de meilleurs conducteurs que les autres. Et donc, du coup, dans ce sens-là, on arrive à avoir des tarifs intéressants. D'accord. Donc, voilà. Donc, on pousse aussi dans cette direction. Ok. Donc, pas mal de produits sur lesquels travailler, sur lesquels itérer. Ouais, il y a pas mal de sujets en même temps. Ouais. Donc, si on revient 5 ans en arrière, en septembre 2015, c'est quand tu arrives, est-ce que tu peux nous raconter, tu nous l'as déjà un peu raconté, mais est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe ton arrivée et assez rapidement, comment tu vas prendre ton poste en main et comment tu vas évoluer sur ce poste? Alors, l'arrivée, très difficile. Pourquoi? Très compliqué. Déjà, premièrement, parce que c'était pas très clair où j'allais tomber. J'y arrive et là, effectivement, je me retrouve dans un milieu où je suis entouré que de gens très très forts. Ça va très très vite. Et du coup, faut essayer de rattraper le rythme. Je me rappelle à l'époque, le head of product de l'époque m'avait dit, tu sais Nico, ici c'est comme un TGV. Et si tu suis pas, tu sautes du TGV et tu n'arrives pas à suivre. Donc du coup, c'était très rassurant. Donc effectivement, c'est très compliqué. Le début était très très compliqué. Et comment je suis rentré dans le rôle, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de visual design en fait. Finalement, j'ai très vite été mis dans la position UX designer. Et en fait, je pense que là où j'ai rapidement pris mon rôle, c'est qu'en fait, j'ai commencé assez rapidement, au bout de 2-3 mois, à travailler sur design system. En fait, là, peut-être que ça connectait un peu plus avec le rôle qu'ils avaient imaginé pour moi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris mon rôle, c'est que j'ai commencé à travailler sur le fait d'avoir, à la base, c'était des guidelines, parce que je trouvais qu'on passait beaucoup trop de temps à recommencer tout depuis zéro à chaque fois. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai pris le rôle. Je suis parti sur design system à fond et j'ai eu de la chance d'avoir le head of expert UX qui était là à l'époque, qui avait permis d'avoir un rôle full-time sur design system. Donc, on va y revenir. Avant, juste pour bien cadrer, quand tu arrives, vous êtes combien dans l'équipe design? Pas beaucoup. On était, il y avait moi, Charlie, Julien et Étienne. Donc vous étiez 4. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est pas mal, effectivement. Ok, donc vous êtes 4. Tu vas tranquillement aller vers le design system. Exactement. Du coup, je vais te poser la question à 1 million avant qu'on rentre dans ce détail. Qu'est-ce que c'est qu'un design system? Faire une pause. Attends, parce que j'ai une définition bien précise et je veux bien qu'elle la redonne. Attends, qu'est-ce que je dis? Et après, je vais essayer d'expliquer. Non, parce qu'à chaque fois, je me dis comme ça, on est. Alors, je réponds direct. Tu peux. Très bien. Alors, la définition d'un design system. J'ai une définition écrite que j'essaie de garder. Après, faut peut-être, c'est toujours un peu compliqué, il faut l'expliquer, mais moi, ma définition, c'est un design system est un guide de construction fait de standards qui évolue avec le temps et les situations. Donc ça, c'est ma description du design system. Et après, dans l'explication, c'est concrètement, c'est juste comme une grosse, je vais pas dire librairie parce que en général c'est pas ça design system, mais c'est construire des patterns basés sur du savoir et de l'expérience que tu vas réutiliser constamment dans la création de ton expérience.
J'essaie de l'expliquer clairement comme ça avec des mots simples. Et si tu l'expliquais de manière encore plus simple, en enlevant le mot pattern pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors, pattern, c'est quoi pattern en français? Je pense qu'il me semble que tu as une petite explication sur les Lego. Oui, je peux utiliser une plutôt clair, métaphore si tu veux. Du coup, sur les Lego, si tu prends les Lego, ça serait le meilleur design system, c'est les Lego effectivement. C'est des briques de composants que tu vas pouvoir réutiliser pour construire une voiture, un hélicoptère ou un T-Rex. Et c'est un peu ça. Et en fait, c'est pas que les Lego, c'est aussi le guide qui va avec les Lego. Donc c'est un peu ça, le design system, c'est cette espèce de boîte de Lego sur laquelle tu vas toujours revenir pour continuer de construire des objets. Je me suis permis de te demander cette métaphore parce qu'en fait, j'avais vu une de tes explications où justement tu expliques que c'est des Lego. Et moi, quand j'ai dû le mettre en place dans ma boîte, le design system, ça n'a pas marché jusqu'au moment où on a expliqué ce que c'était que des Lego et comment ça marchait des Lego. Et je trouve que c'est un exemple hyper parlant pour des gens qui ne sont pas dans la tech, qui ne sont pas dans le produit et qui ont besoin de comprendre en fait comment ça fonctionne. Ouais, moi, je trouve que ça a été une très bonne métaphore, effectivement, pour expliquer un peu à tout le monde facilement ce que ça allait être, versus Atomic Design, par exemple. Atomic Design, c'est super bien pensé, mais quand tu parles d'Atomic Design à des gens qui se connaissent pas trop en physique... oui, parce qu'on parle de molécules, d'atomes... Voilà, exactement. En général, tu pars plus sur les discussions de « mais attends, c'est un atome ou c'est une molécule, ce truc ?» Je sais pas. Alors pour les gens que ça intéresse, je mettrai l'article de Brad Frost qui parle justement d'Atomic Design pour comprendre un peu ce que c'est, mais qui est un très mauvais exemple si tu veux démocratiser le design system. Je crois que c'est ça. C'est génial le travail qu'il a fait, Brad Frost, là-dessus, sur la théorie et sur expliquer les fondamentaux. Après, effectivement, dans la métaphore, je crois que c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pour ça, les Lego, c'est plutôt pratique. Ouais. Du coup, tu arrives, au bout de 3-4 mois, tu te rends compte qu'il y a un problème dans l'expérience, dans le design, c'est ça? En fait, tout bêtement, oui, je travaillais sur des petits sujets au départ et en fait, j'étais hyper frustré par le temps que je passais à essayer de savoir c'est quoi nos boutons, c'est quoi la taille des boutons, on a des marges, on n'a pas de marge, on a des paddings, c'est quoi les couleurs, on a des border radius. Et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse, quoi. Il n'y avait pas de réponse, c'était pas regarde ce qui est en prod, tu fais des screenshots et puis tu remets ça dans ton sketch. Sachant que ça change à chaque fois. Et sachant que ça change à chaque fois et que le tech derrière, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend comme source de vérité, il prend le design, donc à chaque fois il refait, il te dit voilà, tiens, les marges ont changé, c'est 47 pixels, très bien, on va mettre 47 pixels. Et en fait, ça me frustrait vachement. Donc, c'est vraiment parti d'un. Je pense que là, la puissance, la force a été de la personne qui me manageait. En fait, c'est elle qui a eu le potentiel, pas moi. Moi, je me suis juste dit, très bien, putain, il y a un truc qui va pas. Moi, je suis un peu feignant, j'aime bien réutiliser les choses. Faisons des guidelines. Et lui, il a vu un potentiel plus grand que ça, quoi. Donc, si je comprends bien, toi, t'es arrivé, t'as commencé à mettre en place des guidelines. Exactement. Que t'as partagé au design ou que Exactement, que j'ai commencé à vouloir partager. Et en fait, mon manager a pris l'opportunité de voir l'intérêt que je portais sur le sujet et la valeur que ça pouvait apporter à l'équipe et à toute la boîte. Et donc, du coup, on est parti là-dessus, quoi. Justement, c'est intéressant parce que le concept de design system, il y a 4 ans, n'était pas très bien compris. Il est toujours pas très bien compris, mais il commence à y avoir de la littérature et des gens qui écrivent beaucoup dessus et des gens qui sont cassés les dents sur des design systems et qui font des retours d'expérience. À ce moment-là, comment tu fais pour toi ou ton manager pour vendre en fait le concept de design system sans qu'on te dise oui, c'est de la perte de temps ou ça rapporte pas d'argent, ça fait pas de business en fait. En fait, ça dépend. Alors, un truc avec lequel il faut être clair, oui, ça prend du temps, mais au début. En fait, c'est toujours ça. Nous, la manière dont on l'expliquait, c'est un investissement au départ pour un gain sur le long terme. Ça, c'est la première chose, donc c'est facile à expliquer, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on perd du temps au début. Excuse-moi, comment tu l'expliques? Parce que je sais que c'est quand même un concept qui est assez compliqué dans des boîtes où tu dois échouer le plus rapidement possible pour pivoter et pour faire le plus de choses possible. Comment tu fais? Je vais pas te demander la recette magique puisque ça va dépendre des boîtes, mais ça prend du temps au début, donc comment tu l'expliques par exemple dans une petite boîte où au début tu dis ce temps entre guillemets perdu va être un gain de temps incroyable par la suite? C'est assez compliqué. En fait, nous ce qu'on faisait, c'est que, alors je pense que moi, il y a une histoire effectivement d'environnement et de contexte qui peut être très différent. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un environnement où il a fallu le vendre, mais c'était pas si compliqué de ça de vendre l'idée. C'était presque
pas de l'évidence, mais jusqu'à Frédéric Mazella, en fait, c'était assez cohérent de se dire, bah oui, en fait, on va avoir des blocs qu'on va réutiliser pour éviter de perdre du temps. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est que on adaptait notre argumentaire en fonction de l'interlocuteur qu'on avait en face de nous. Donc, on avait fait un espèce de petit calcul vite fait. Et moi, j'avais fait un test avec des designers où je leur ai demandé, je me rappelle plus exactement, mais je leur ai filé, à quelques designers, j'avais filé une librairie de composants. Et puis à d'autres, non. Et en fait, j'aurais juste dit, bah, vous montez la même, vous reconstruisez la même page, un avec une librairie et un sans. Donc toi, la méthode d'aujourd'hui, screenshot, tu te débrouilles, voilà, et toi, puis tu prends les petits composants, tu fais du copier-coller. Et de façon tout bête, on avait juste dit, bah voilà, il y en a un qui avait passé 50% de temps en moins à construire son écran. Et en fait, parti de là, on avait fait un bête calcul où on s'est dit, bah en fait, tu calcules 50% de temps fois le nombre de designers et combien ça te coûte un designer à la journée et à l'année, combien ça fait sur l'année, bah ça fait, j'en sais rien, 500 000 euros. Bon, bah, c'est même pas vrai en fait. Le calcul est peut-être même pas bon, mais c'est une manière de dire. En fait, ce sont des choses très chronophages. Nous, ici, ce qu'on veut faire, c'est passer du temps sur des tâches où on va avoir de la valeur ajoutée et avoir quelqu'un qui passe du temps sur remettre son corner, son border radius et choisir la couleur de son bouton. Ça n'a pas trop de valeur ajoutée là dans le produit et dans ce qu'on fait. Bon, bah, essayons d'automatiser un peu ce qui est chronophage et là où on perd trop de temps, quoi. Donc on le vendait un peu de cette manière-là. Après, ouais, en fait, on l'a fait avec plein de choses. On a beaucoup fait chier aussi. On en a parlé beaucoup. Tu prends les gens qui sont très alignés avec l'idée et tu les fais vendre aussi le sujet de leur côté. C'est un gros travail d'évangélisation au départ. Et effectivement d'adapter le message en fonction de qui t'es en face de toi. Pour les techs, par exemple, c'est marrant, j'entends souvent la question de comment vous avez fait pour que les fronts acceptent l'idée. Et c'est assez rigolo parce que nous, j'avais l'impression que c'était quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps en fait. Ils nous regardaient en disant, les gars, nous ça fait des années en fait qu'on essaye de rationaliser, de standardiser un peu ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous attendez les designers? Et on arrive là en leur disant, bah voilà, vous voulez ça, on va le faire. Et c'était assez facile, donc je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Enfin, je sais pas c'est quoi le problème du coup dans les autres boîtes. Qu'est-ce qui ne marche pas avec les fronts dans certaines autres boîtes. En tout cas de notre côté, ça avait été assez facile de le vendre. C'était assez évident, même avec la métaphore, quoi. Ils étaient là, bah, forcément, putain, trop bien. On va arrêter de faire 20 fois les mêmes boutons. Génial. Quand est-ce qu'on commence, quoi? Cool. T'as dit plein de choses, alors on va revenir un peu en arrière. Aucun problème. On me reproche assez souvent dans les commentaires de couper mon interlocuteur, donc du coup j'essaye de pas te couper et de revenir un peu en arrière. Tu parles justement de faire un test avec des designers qui utilisent le design system et d'autres qui ne l'utilisent pas. Donc en fait vous avez quand même commencé à faire un design system un peu enloosé comme ça pour... Ouais, c'était ça. En plus, c'était on avait choisi une page et on s'est dit, ok, dans la page, il y a quoi? Il y a un titre, 2 items, 4 boutons, et puis en fait, on balance. Ils savaient pas quelle page ils allaient remonter, mais on leur a juste donné. Ils ont découvert la librairie en même temps, hein. Okay. Mais on avait effectivement un petit test de librairie au départ. Mais ça, c'est sûr que à ce moment-là, on n'avait personne qui utilisait de librairie, quoi. C'était vraiment effectivement un truc sur le côté. Où on voulait déjà prouver qu'il y avait un intérêt, quoi. Et c'est marrant parce que au final, dans essayer comment dire, de vendre l'idée, le plus compliqué, ça a été les designers, en fait. C'était chez eux que ça a été le plus compliqué de vendre l'idée. J'ai eu pas mal au départ, c'était assez rigolo j'ai eu quelques remarques qui étaient du genre, mais ouais, très bien dans l'idée, mais ton truc là, je crois pas que ça marche en fait. Ouais. Et ouais, c'était assez rigolo, c'était assez rigolo. Ouais, c'était assez marrant. Tu saurais expliquer pourquoi? Franchement, je crois que j'ai une explication. Alors moi, je me suis créé une explication. Je connecte avec un autre sujet. Je connecte avec un livre que j'ai lu, que j'ai adoré, j'en parle souvent, de Checklist Manifesto. Et dedans, l'auteur, en fait, il parle du fait qu'il a mis en place des checklists pour les chirurgiens en début dans les salles à utiliser dans les salles d'opération avant les opérations pour s'assurer qu'ils n'ont rien oublié. Et en fait, parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait plein d'erreurs qu'on faisait chez les chirurgiens qui étaient des erreurs de débutants, en fait. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il a mis ça en place pour éviter... ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'erreurs, souvent les erreurs dans une salle d'opération,
ça finit avec un patient qui meurt. Donc du coup, ces petites erreurs, ça serait bien de les éviter. Le genre, on a oublié les poches de sang. Bon. C'est un petit peu plus grave que désolé, on a mis un radius Exactement, 3 au lieu donc de c'est 4. une autre histoire. Mais en fait, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est qu'il te dit, c'est une solution qui marche très bien, les checklists dans les salles d'opération. Par contre, l'adoption, c'est très compliqué parce que un chirurgien, c'est un chirurgien en fait. Il est très intelligent, il est très fort et il a forcément un petit ego. Et je crois qu'en fait, les designers, c'était un peu ça. C'était, oh mec, viens pas marcher sur ma petite plate-bande, je sais faire un bouton et je sais faire un titre, quoi. C'est bon, on va pas non plus. Tu vas pas m'enlever cette petite partie de mon boulot. Et je pense que c'était un peu ça. Alors, je prends pas mal, tu vois, mais je pense que c'était un peu ça. Et moi, le premier, c'était un peu, oui, bah attends, tu viens pleurer. Ça va, je suis un designer, je sais faire mes petits boutons, tu vas pas commencer à me faire chier avec ça, quoi. Tu penses pas que ça rejoint aussi certains qui disent que le design system, ça casse complètement la créativité? Ouais, ça c'est la question qui revient tout le temps. Moi, c'est un débat sans fin, mais je crois que les contraintes créent la créativité, en fait. Je crois que sans contrainte, c'est ce qu'on fait tous les jours, en fait. La créativité, c'est de trouver des solutions dans un univers contraint. Et aujourd'hui, pour moi, ça veut dire juste qu'on redescend la créativité à un niveau visuel. Bah non, tu as des créativités de solutions UX qui sont incroyables et pourtant elles sont pas jolies. Enfin, je pense qu'Amazon, ils ont plein de solutions créatives qui sont moches. C'est exactement ce que j'allais te dire. Donc non, oui, on peut en discuter des heures, mais moi je crois pas en ça. Je crois que la contrainte, c'est un moteur de créativité. On n'en débattra pas plus, parce que je suis entièrement d'accord avec toi, donc c'est tant mieux. Tu parlais aussi d'adapter ton discours en fonction des personnes. Ouais. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples pour les gens qui nous écoutent et qui, justement, essayent de vendre le design system et qui essayent de convaincre des gens quel discours il faut adopter? Par exemple, tu parlais tout à l'heure du discours de gagner 50% de temps. Donc c'est un argument qui est au final financier, si tu le traduis comme tu le disais. Mais est-ce que tu as d'autres arguments ou d'autres méthodes pour embarquer parce que j'imagine que les développeurs, si tu leur dis que tu gagnes 50% du temps de designer, ça les intéresse pas spécialement. Exactement. Bah oui, alors il y a plein d'exemples, mais effectivement, tu vas parler au tech, tu vas parler d'aide technique. C'est con, mais tu vas dire, mais en fait, là, ce que vous avez, les gars, faisons un test. Je sais plus, on avait fait passer un test sur le site de Blablacar et on avait, pour voir combien on avait de couleurs et de fontes et de taille de fonte et de toutes ces choses-là. Et puis, en fait, tu te rends compte que tu as 3000 versions de ton bleu. J'exagère, hein, je donne un chiffre comme ça, mais c'était abusé. C'était vraiment, on a énormément de différentes shades, de teintes de la même couleur. Et donc, du coup, pour les techs, effectivement, tu as parlé de dette technique, de ne pas refaire les choses à chaque fois depuis le début, d'avoir des fondations solides. Je pense que c'est un truc qui paraît pas mal aux techs, en fait, de fondation. Je crois que c'est un truc que la majorité des techs aiment faire, c'est de dire, moi, je construis un truc qui est quand même clean, clair, solide. Tu peux juste préciser le terme de fondation pour ceux qui ne seraient pas... Fondation, c'est les fondations de ton design, de ta code base, par exemple, de ta fondation technique, en fait. Ouais, je pensais plus à des exemples. J'imagine que tu penses à mettre des couleurs spécifiques qui seront tout le temps les mêmes, une typographie qui sera tout le temps la même. Ouais, exactement. Ça serait ça. Voilà, par exemple, les techs travaillent beaucoup avec des systèmes d'objets. C'est ça, c'est de dire, en fait, un objet, c'est tout le temps le même. En fait, on va pas le changer à chaque fois que tu changes de page ou de flow. Tu as un objet qui est le même partout et tu l'utilises qu'une fois. Et c'est pareil même en termes de productivité. En fait, aujourd'hui, ils te disent, j'appelle une ligne de code qui est l'objet profil. Ouais, c'est tout. J'ai pas besoin de me poser la question sur qu'est-ce que je dois faire dans le profil. Est-ce que je dois changer la fonte là-dedans? Ça, c'est sur ce genre de choses-là. Après, ça va être effectivement sur les gens qui parlent un peu plus argent. Tu vas parler effectivement du gain économique. En produit, je pense que ça revient à ça, c'est se dire, les gars, on va éviter de perdre du temps sur du design. C'est un peu ça. Ouais, il y a plein d'exemples. Tu peux parler. Moi, je parlais beaucoup de productivité. C'est de la productivité au final. Hein. Le design system, pour moi, c'est juste une histoire de gagner en productivité. C'est industrialiser la manière dont tu construis tes interfaces. C'est ça, c'est un gain de productivité. Est-ce que tu as essayé aussi de le vendre, par exemple, aux gens du marketing, de la brand, des customer support Alors, c'est marrant parce qu'on l'a fait, mais beaucoup plus tard. On l'a fait beaucoup plus tard. Au départ, on a commencé sur la partie très produit, design et tech. Et ça, je pense que c'était un contexte de boîte qui faisait que marketing était
hyper séparés de produits et de tech. D'accord. Et pareil pour la brand d'ailleurs, on était très très, très séparés. Donc la première version, on n'a pas du tout travaillé avec la brand. Ah, vous étiez 2 silos. Deux silos complètement séparés et ça n'a pas marché. Et peut-être un dernier truc, tu vois, sur par exemple la partie expérience, c'est assez facile de vendre le sujet en disant mais en fait là ce qui se passe c'est que tu recherches de la cohérence et particulièrement chez Blablacar, le point c'était de dire chez nous on a des gens qui vont utiliser le produit 3 fois dans l'année. Est-ce que tu as envie que les habitudes de tes utilisateurs changent à chaque fois qu'ils ouvrent l'app ou à chaque fois qu'ils changent de partie dans l'application, tu vois, de page. Donc, tu cherches à rationaliser ça en disant supprimer un objet à un endroit, c'est la même action qu'à un autre endroit. Et ça, c'est clé pour s'assurer que tu as des utilisateurs qui se sentent aussi en confiance et en maîtrise de ton produit. Surtout quand tu utilises peu. Sur Facebook, peut-être qu'ils ont moins cette problématique parce qu'ils changent. Ils ont des gens qui viennent 10 fois par jour et qui... Et voilà, donc ils s'habituent peut-être plus facilement au changement. Chez toi, quand tu as beaucoup moins de récurrence, tu t'essaies d'y aller mollo, surtout que tu as un range de... Enfin, je veux dire, tu as des gens qui sont étudiants comme des gens qui vont avoir 50 ans et qui sont peut-être moins tu vois, tech friendly. Qui ont moins l'habitude des changements. Et encore pour Facebook, ils viennent de changer leur feed et pas mal de gens ont été perdus. Donc, voilà. Problème du changement. On le connaît celui-là. Exactement. Vous avez commencé votre design system, vous avez embarqué tout le monde. Maintenant, comment vous le mettez en place ? Quelles sont les étapes par lesquelles vous passez pour vous dire on va faire tel ou tel composant ou comment vous vous y prenez ? Alors nous, on est à un état où créer des composants, c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup. On l'a fait pendant longtemps, c'est-à-dire pendant la période où tu crées ta librairie et tu construis et tu migres tout ton produit vers ta nouvelle librairie. Là, il y a effectivement un flot constant d'évolution et d'update. Et ça, c'était mis en place assez simplement. On avait côté design et produit, donc un designer dédié full-time sur le sujet, un product manager full-time sur le sujet, et on avait une armée de développeurs qui travaillaient sur construire la librairie. Dès le début. Et assez tôt. Ouais, assez tôt. On l'a eu assez tôt. On a passé beaucoup de temps au départ sur la partie design, qu'on a vraiment construit la librairie, fait un audit du produit pour évaluer ce dont on avait besoin comme composant, rationaliser, standardiser toutes ces choses-là. Et très rapidement, oui, on a inclus des développeurs dans le sujet. Et ça s'est très vite transformé en une équipe qui développe ce système-là. Alors ça, c'était la partie très web. Et donc, du coup, derrière, il y avait tout un sujet de migration. Donc, du coup, il y avait des vrais sujets de migrer la plateforme vers la nouvelle librairie. Et on avait, un système qui était, on appelait ça, donc c'est venu après, mais You Touch, You Pixar. Parce que Pixar, c'est le nom du deuxième design system chez nous. C'était juste de dire à chaque fois que tu vas travailler sur une page dans ton équipe, en fait, si elle n'est pas avec la nouvelle librairie, tu es obligé de construire tous les composants qui font partie qui sont de la librairie, qui ne sont pas dans cette page, pour pouvoir l'updater un peu partout, quoi. D'accord. Il y avait ça. Et aujourd'hui, du coup, c'est un peu différent. Là, on rentre dans une phase qui est un peu plus difficile sur Design System, parce que c'est comme si on arrivait à la fin. On a l'impression en interne que les gens se disent « Oh, c'est bon, on a fini. On a la librairie, on a tout fini, c'est bon, c'est clair. » Et donc, du coup, là, on a un peu plus de difficultés à se dire comment on fait pour continuer à maintenir cette librairie. Et donc là, effectivement, aujourd'hui, on est sur un format où on a un designer full-time, pas de product manager, et on a des représentants tech dans un chapter. Et du coup, on a les deux problématiques qui sont, là, on n'est pas dans la roadmap et on n'a pas de canal de delivery, en fait, de délivrer les changements du design system. Donc là, on est en train de travailler sur comment on continue à s'assurer que, en fait, on maintient quand même nos fondations. Il y a toute une partie de maintenance qui est importante. On n'est plus beaucoup dans l'update. Nous, on est surtout dans la maintenance et s'assurer que ça reste solide, parce que l'étape d'après, le fait d'ajouter du train, du bus, peut-être à un moment de se dire Blabla Lines, Blabla Sur, tous ces trucs-là, ça reste quand même une même marque. Donc c'est un même
c'est une même marque et donc du coup tu veux peut-être une cohérence entre tes expériences. Bon bah ça va arriver un jour. Comment tu t'assures que le jour où ça arrive et qu'on te demande de réaligner tout le monde, bah tu as quand même un système qui est prêt pour ça et qui a les fondations faites pour accueillir ce changement. Top. Je vais me reconcentrer un petit peu sur le début de votre design system. Donc tu parles de faire un audit, de regarder tous les composants à créer. Vous les créez. Après, vous avez une équipe qui va s'occuper de créer ces composants pour le web. Moi, j'ai eu une question de Pierre sur Twitter qui me demandait déjà comment vous avez fait pour gérer les guidelines de chaque OS, donc iOS et Android, au moment où vous les avez passés sur le mobile. Et moi, j'en avais aussi une, c'est comment justement vous faites pour passer du web au mobile, puisqu'il y a toutes ces contraintes et toutes ces difficultés à gérer en plus qui font que tu te dis, je vais faire des composants uniques. Et en fait, tu te rends compte que non, parce que Android te demande de faire tel composant et iOS te demande de faire tel composant. Comment tu fais? Ah, c'est une bonne question parce que je crois qu'on a commencé avec, j'appelais ça trois design systems. On avait un design system web mobile, un design system iOS, un design system Android. Android, on suivait Material Design, iOS, les guidelines Apple, et puis mobile web, on avait fait notre petit truc à nous. Ce qui fait que déjà à partir de là, tu te dis que tu vas tout homogénéiser, en fait non. Voilà, exactement. Déjà, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a des différences entre les différentes plateformes. iOS, Android, ils ont des interactions qui vont peut-être être différentes. Il y en a qui vont avoir des switches, les autres, ils les ont pas. Enfin, t'as des petits détails comme ça qui changent. Et en fait, on était partis là-dessus parce que effectivement, on restait dans l'idée de se dire attention, les gens ont leurs habitudes. On va pas venir leur casser leurs petites habitudes. Ils utilisent d'autres applications qui sont très iOS ou très Android. Gardons ce système et voilà, ne créons pas de problème. Et en fait, ça a été un gros problème parce que c'était hyper chiant à maintenir en fait. C'était hyper compliqué à maintenir. Designer, c'était chiant parce que tu devais te taper à chaque fois 3 fois le même écran en disant bah non, mais sur cette version c'est un autre truc. Et en fait, à un moment, on a pris la décision de se dire bah tu sais quoi, en fait, ce qui change vraiment entre ces plateformes, bon ben une top bar avec un bouton retour. Bon, elle a peut-être 2 tronches différentes, mais ça reste une top bar avec un bouton retour qui fait un peu qui fait la même chose quoi. Donc on s'est dit bah essayons nous prenons le dessus, disons-nous bah on fait une version pour tout le monde qui est la même et on partira là-dessus. Ce sera beaucoup moins chiant à maintenir, beaucoup moins chiant à designer. Et voilà. Et peut-être qu'on a effectivement on avait rogné un peu sur le côté c'est moins chiant à développer. Bon. Mais on a fait ce choix-là à un moment. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on revient un peu. Je crois que c'est des histoires d'extrême en fait et de radicalité. En fait, je pense que d'avoir été radical au début, de se dire bon bah voilà, on suit vraiment les guidelines. Qu'est-ce qu'on en apprend? Bah, que c'est difficile à maintenir. Là, on a fait un espèce de grand écart en disant bah radicalité, on va suivre aucune des guidelines. Et là, on voit qu'il y a aussi des limitations à ça. Et je pense que bah, du coup là, la question qu'on va se poser, c'est plutôt alors ok, on a été très loin en disant bah, on va pas suivre leurs guidelines. Par contre, c'est vrai qu'il va y avoir des petites features qui peuvent être intéressantes à réutiliser chez une plateforme et pas chez l'autre. Est-ce que ça, nous, on s'y connecte et on la réutilise. Ça va être des petits détails. Donc par exemple, le date picker, tu vois, le calendrier ou la sélection de l'heure. En fait, il y a des trucs natifs qui marchent très bien et dont les gens ont l'habitude de se servir sur Android ou sur iOS. Utilisons-les. C'est peut-être plus intelligent. Après, ça va être d'autres questions qu'on est en train de se poser, qui sont de se dire, bon, effectivement, quand il y a des trucs qui sont très spécifiques, posons-nous la question de à quel point on a besoin, on aura un intérêt à l'utiliser. Et ça va aller plus loin. C'est des choses aujourd'hui qu'on n'a pas chez Blablacar et qui n'ont pas été intégrées dans le système. C'est de se dire, bah, sur Apple, ils ont un Touch ID, par exemple, ou Face ID. Nous, c'est pas un truc qui est commun à toutes les plateformes. Bon, on le fait pas. Bon, c'est peut-être un peu limité, quoi. À un moment, ça limite vachement. Tu dis, bon, bah là, peut-être qu'il faut qu'on se pose les questions sur qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui peut apporter de la valeur à l'expérience qu'on devrait, nous, intégrer chez nous. Donc, vous en étiez arrivé à un moment où, dis-moi si je me trompe, mais où c'était plus la volonté d'une expérience commune. Et donc, du coup, comment dire ça? Vous avez même... Je pense que c'était très la décision était très portée sur en interne comment on se facilitait la vie. Je pense que c'était beaucoup plus ça que
est-ce qu'on va faciliter la vie de nos utilisateurs? En fait, quand on faisait les pros and cons, ça changeait pas énormément de changer à quoi ça ressemble l'interface de l'application sur iOS ou sur Android. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est même au-delà de composants UI et UX, c'était carrément des briques logicielles. Ouais. Parce que l'exemple qui me venait, c'était sûrement Apple Wallet, pour ceux qui ont un iPhone, où tu peux avoir toutes tes infos qui sont dans une petite carte que tu peux utiliser hors ligne. En fait, vous en étiez à ce moment-là où vous disiez les features spécifiques à un OS, on les vire. Ouais, alors c'est deux sujets parce que c'était ça peut être un peu système et ça peut être très projet. Projet, on les a jamais. On a tellement de choses à faire que sauter sur les features que Apple met en place, on ne fait pas vraiment. Et après, c'était via le design system où tu disais, en fait, c'est là où on a l'opportunité de le faire et on le fait pas. Donc effectivement, des deux côtés, projet et design system, on avait décidé de pas le faire, quoi. Ok. Toujours sur cette question de plateforme, comment vous avez fait pour faire en sorte que les devs soient toujours raccords entre toutes les plateformes sur ce que vous faisiez? Parce que j'imagine qu'il y a souvent un delta où tu fais côté design, vous avez monté une équipe dédiée, donc ça devait simplifier, mais où tu crées le design, tu as les devs, tu as une espèce d'inertie entre le moment où c'est créé, en plus c'est par plateforme, donc c'est pas créé en même temps, tu as certaines plateformes où tu dois faire valider ton nouveau design quand tu le mets en prod. Comment vous avez fait pour homogénéiser tout ça? Je pense que je vais essayer de répondre simplement, mais il y avait plusieurs choses. Il y avait une histoire de guidelines et d'alignement déjà de départ entre les différentes plateformes avec des représentants. Et une des guidelines, c'était la librairie est la même partout, par exemple. C'était même nom, rangé de la même manière, tout pareil, les mêmes composants, on a exactement la même chose. Donc on était parti avec cette espèce de cet objectif. Ensuite, sur comment ça fonctionnait, c'était un peu, moi je l'avais appelé la technique Go Fast. Il y avait une voiture qui ouvrait la route, quoi, et puis t'avais celle avec la drogue au milieu, puis l'autre derrière, quoi. Et du coup, c'était un peu ça la logique pour moi. C'était, on a effectivement le web qui lui construit en premier, qui se mange toutes les difficultés et les questions que tu peux avoir. Et en fait, la logique, c'était que derrière, que les autres plateformes Android et iOS, en fait, suivent ce qui avait été fait sur ce qu'on appelle SPA, donc Single Page App sur web. Donc c'était un peu comme ça que ça marchait tu vois, si je généralise, c'était un peu comme ça. C'était vraiment une espèce de, il y a une équipe qui ouvre la voie et tu fais pareil, quoi. Ce qui a amené des frustrations. Hein, je me doute. Mais ça me fait penser. Moi, de mon côté, quand on a mis en place le design system avec mon collègue, on a tout créé d'abord sur Figma, puis ensuite on les a donnés aux devs en leur disant voilà ce qu'on veut, telle guideline, tac tac tac. Et là, c'est eux qui se sont mangés, on s'est mangé un mur et aussi, puisqu'en fait les trois quarts de ce qu'on demandait étaient soit très compliqué à faire, soit assez distancé des devs. Ça vous arrive aussi? Alors du coup, ça c'était vachement, on avait beaucoup de moments où on se regroupait avec les représentants de chaque plateforme pour parler d'un composant. Voilà, tel composant, on veut le faire, voilà comment il doit fonctionner. Et on avait chaque personne de chaque plateforme qui disait, ok, nous, c'est pas possible. Pourquoi? Pour ça. Et en fait, on réévaluait à chaque fois la possibilité de faire ou pas un tel ou tel composant. Et dans ce cadre de réévaluation, vous étiez toujours sur la règle, la même chose pour tout le monde? La même chose pour tout. Donc si on te disait sur telle plateforme, on peut pas faire ça, mais sur les deux autres, on peut, c'était... on trouvait une solution autre. Ouais, soit la plateforme faisait en sorte de le faire, soit... Exactement, et ça aussi, ça amenait des frustrations, mais c'était dans une logique effectivement de pousser sur la cohérence, parce que c'est clé pour l'après, en fait. Si dès le départ, tu mets des exceptions partout, c'est pas possible à maintenir. Donc tu veux, même si des fois, la cohérence... Elle crée un peu de frustration, tu pousses plutôt dans cette direction. Et c'est des petits exemples, mais le switch de iOS, on ne l'a pas implémenté, quoi. Alors que c'est quand même une petite interaction que tu as dans ton iPhone qui est là tout le temps. Et non, chez Android, chez iOS, c'est pas la même chose. Il y en a un d'un côté qui a deux versions, l'autre qui en a qu'une version, puis ils changent, ils ne savent pas trop quand est-ce qu'ils utilisent. Je dis, franchement, nous, on a pris le truc, on se dit, on va prendre une checkbox. Voilà, checkbox, et on reste sur celle-ci, et ça marche pour tout le monde. Et le jour où il y aura un problème, où on doit le repenser, on verra. Mais en premier lieu, alignons-nous, on aura une checkbox. Hyper intéressant.
Tout à l'heure, tu disais que vous étiez une deuxième version de votre design system. Donc, Ouais. ma question, c'est quelles erreurs vous avez faites en créant le premier? Parce que j'imagine que si vous en avez créé un deuxième, et on y reviendra après, parce qu'il me semble que vous en êtes même à votre quatrième. Design system. Ouais. Ça dépend ce qu'on appelle. Oui. Ça, en fait, j'ai vu un tweet de Rémi, donc qui est ton responsable, Ouais. qui disait que vous en étiez au quatrième design system et qu'on devait aborder cette question-là. Donc, on va l'aborder. Mais du coup, revenons d'abord à ma première question, qui est quelles erreurs vous avez faites quand vous avez créé ce premier design system? On en a fait pas mal. Pas mal. Je m'étais fait une liste des trucs des erreurs qu'on avait faites. Première erreur, la plus grosse, je crois que c'est la vitesse à laquelle nous on construisait nos Lego côté design. C'est-à-dire qu'on délivrait des composants de notre système assez rapidement. Et en fait, on a créé beaucoup de frustration côté tech parce que j'ai l'impression que oui, c'est quand même plus facile de construire un composant design que de le coder. Et donc du coup, ça c'est la première erreur qu'on a faite, c'était de se dire d'aller beaucoup trop vite et en fait d'avoir en face des gens qui disent en fait faut arrêter là, tu fous le bordel, on n'arrive pas à suivre en fait, on a un backlog de malades, faut juste stopper un moment et prendre du temps. Donc du coup, ça crée de la démotivation, surtout chez les devs, parce que en fait, ils faisaient goulot d'étranglement. Ouais, ou moins. exactement, Donc, okay. C'était exactement ça. Il y en a eu d'autres, une erreur qu'on a. Vas-y. Excuse-moi, c'est pas par rapport à ce que tu dis. Du coup, est-ce que tu penses avec le recul que le fait de monter une équipe design system, c'était une bonne chose dans le sens où vous arrivez, vous demandez à faire tous les composants et après ils vont être implémentés alors que vous auriez pu par exemple vous dire quand on arrive sur cette page, on retouche tel et tel composant donc on les crée en fonction de ce moment-là et après on y va petit à petit. Je pense pas que ça soit une erreur aujourd'hui parce qu'en fait la partie où on faisait effectivement tu touches un écran, tu construis le composant, c'était après avoir déjà construit une bonne partie de la librairie et donc du coup je me dis que si on avait essayé d'y aller petit pas par petit pas comme ça, on aurait pris éternellement pour construire notre librairie. Donc aujourd'hui, je pense que ça a créé... effectivement, ça a été un problème parce qu'on allait trop vite côté design et c'est un problème que tu règles assez rapidement en ralentissant un peu le rythme. En retirant des designers, en rajoutant des devs. Exactement, ou ça, oui. Et non, mais je pense que c'était un problème par lequel on devait passer, quoi. Parce qu'on voulait mettre beaucoup d'énergie au début pour rapidement construire le maximum de la librairie. D'accord, c'est intéressant. Je vais te parler de mon cas parce que nous, on a fait le côté inverse, qui est de faire au fur et à mesure, on refaisait les écrans et on s'est rendu compte en fait que en fait, ça prend du temps. Ouais. Et tu as une espèce d'inertie qui se crée où quand tu dis tel composant doit être là, mais en fait, il n'est pas encore créé, donc il faut le créer. Et du coup, ça rajoute... Je trouve ça intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui vendent aussi le design system en disant on va le faire petit à petit. Et donc toi, tu t'es l'inverse. Alors l'inverse dans la manière de l'implémenter. Par contre, effectivement, je le dis la même chose, c'est-à-dire faire petit à petit, c'est découper ton système en petits morceaux. Ça oui. Après, ça dépend qu'est-ce que tu découpes, quoi. Mais c'est-à-dire en gros, moi, ce que je voudrais dire, c'est quand tu découpes, c'est déjà, tu vas partir d'un problème que tu essayes de résoudre, donc avec ton système. Il y en a plein. Et donc, du coup, le découper en petits morceaux, c'est se dire, si on prend Blablacar aujourd'hui, on est en train de se poser des questions sur avoir des modules composés de composants qui sont un peu plus, tu vois, qu'on va réutiliser aussi et qui seront extensibles et toutes ces choses-là, modulaires, utilisables. Si tu commences à essayer d'aller dans cette direction au tout départ, quand tu commences ton design system, tu te perds. Et donc c'est se dire, en fait déjà découpe ton projet comme n'importe quel projet en petits morceaux, en petits... C'est ce que tu disais au début où vous avez fait un audit de l'existant et vous avez regardé ce qu'il vous fallait tout de suite. Et exactement. Voilà, exactement. C'était se dire, on a juste besoin de ces composants-là. Restons juste sur ces composants-là. Okay. Commençons pas à essayer de penser à l'après et à quels composants dont on pourrait avoir besoin dans le futur. C'est juste déjà ta première étape, c'est construire juste ce dont tu as besoin ici et rationalise deux composants qui font la même chose mais qui sont pas la même aujourd'hui dans ton produit. Fais-en un. Et voilà. Et donc du coup c'est ça. C'est juste découpe-le d'une manière qui fait que tu n'es pas effrayé par l'ampleur du travail à accomplir. D'accord, donc si
si je résume et si j'ai bien compris, c'est tu prends une liste, tu te limites à cette liste et à partir de cette liste-là, tu développes à fond, Ouais. tu crées les composants et tu demandes aux devs de les faire, histoire d'avoir un paquet bien ficelé. Voilà, Et exactement. seulement à partir de là, tu penseras à la suite. Exactement. Mais tant que tu n'as pas fini ces composants, tu fais rien d'autre. Ouais, non. Ouais. Non, exactement. Ah, ok, c'est ouais. intéressant comme vision de se dire tu te limites, mais en même temps, tu essayes d'aller très très vite dessus pour pouvoir implémenter. Puis une fois que les autres touchent les écrans, toi, tu peux recontinuer sur d'autres. Ah oui, et puis je crois que c'est exactement la même approche qu'en produit ou quand tu prends un autre exemple qui est pour moi la même chose, c'est on lance des bus. On commence pas à penser à être je suis le numéro 1 et j'en fous partout. C'est déjà ouvre quelques axes et quelques bus et on y va tranquillement et tu vois, étape par étape. Je crois que c'est un petit peu c'est la même chose. Tu essayes d'y aller Step by step. Step by step et être clair surtout sur ce que tu essayes d'accomplir avec chaque étape, quoi. Ok. T'as d'autres erreurs à nous partager? Ah oui, j'en ai d'autres. J'en ai une qui est, celle-là, il faut la dire, hein, c'est accepter les exceptions. Ça, on l'a un petit peu fait au départ. Nous, on a passé énormément de temps à évangéliser le sujet et aujourd'hui, on est à un niveau où c'est même pas le design qui va bloquer quand tu fais quelque chose qui n'est pas de ton design system, c'est la tech en fait. C'est-à-dire que ton design arrive, on te dit ça n'existe pas chez nous. Tu retournes à ton atelier là et tu nous refais un truc avec un composant qui existe. Donc tu vois, on est arrivé à ce niveau-là aujourd'hui, mais sur la première version, on a eu plusieurs cas où soit c'était moi, parce que j'étais l'unique designer sur ce sujet-là, soit c'était moi qui me laissais un peu emporté par le non mais en fait on peut pas le faire et puis ce qu'on pourrait pas faire comme ça et je dis bon bah allez pour celui-là ça va, puis en fait tu fais pour celui-là ça va, puis pour celui-là ça va, puis pour celui-là ça va et en fait un jour ça revient toujours, les exceptions reviennent toujours et chaque petite décision comme ça qui sont de l'exception c'est un truc qui revient x10 en fait, qui revient x10 et qui heurte tes fondations. Toujours la même chose, c'est tes fondations, elles sont heurtées par ça et ça crée de la dette technique et ça crée de la dette design. Donc les exceptions, c'est dur à maintenir, c'est dur en fait tu passes ton temps à dire non. Mais je crois que c'est essentiel pour que ça soit, en tout cas sur la durée, que ça tienne bien quoi, ton système. Comment tu fais pour les documenter ou les mettre en avant Les exceptions? Ouais. Le problème, c'est que du coup, on les documentait pas. Donc c'était ça le problème, c'est que du coup, après, tu switches de mode en te disant, il n'y a plus d'exceptions. Et en fait, les exceptions, tu documentes pas puisqu'il n'y a pas d'exception. Okay. Essaye de pas aller. Et les fois où il y a des exceptions, ça n'a pas lieu d'être dans un design system. Mais tout à l'heure, tu me disais que vous alliez remettre certaines exceptions. Et donc, du coup, comment vous allez... Peut-être que tu n'as encore pas la réponse aujourd'hui, mais comment vous allez faire justement pour se dire, OK, là, il y a une exception, on la connaît, elle est documentée, elle est à tel endroit. Ouais, c'est une très bonne question. Donc là, quand j'expliquais effectivement les exceptions, c'est au début. Donc c'est vraiment au début, tu veux éviter ça. Nous, on est à un niveau où on se dit, bon, ce que je t'expliquais, on a la tech qui est très, 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 très hardcore sur tu suis les règles, ce qui est génial. Et aujourd'hui, effectivement, tu te dis, bon, quand tu regardes le produit Blablacar, ça marche bien, mais c'est un peu froid. C'est un peu clinique comme question. Il y a pas grand chose quoi. Tu ouvres la page et tu mets la page de recherche. On a simplifié au maximum quoi. Et c'est vrai que les règles comme ça, elles peuvent bloquer les designers et les équipes produits à tenter de vouloir challenger en fait le système. Et donc du coup là tu veux commencer à redonner peut-être un peu plus de liberté à propose des trucs, pète le système et ça ce qu'on fait c'est que qu'on a des reviews en fait, des reviews design system, qu'à chaque fois que tu vas vouloir user tester une solution design, en fait tu passes par une review système qui te dit en fait tu suis pas les guidelines et c'est un bon moment où tu peux essayer de discuter de pourquoi t'as pas le bon composant. Ok, explique-moi. Ok, on peut en discuter et peut-être qu'on va créer un nouveau composant ou pas, tu vois. Mais c'est juste commencer et j'ai pas effectivement encore la réponse. C'est comment on laisse un peu plus d'espace au challenge de notre propre système quoi. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un designer qui s'occupait du design system.
pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Mais les autres designers peuvent quand même entre guillemets interférer sur ce designer-là pour mettre des nouvelles briques sur le design system, ou tu vas demander à ce designer de créer une brique pour le design system qui va être repartagée ensuite. Alors, du coup, c'est comme ça que ça marche, effectivement. C'est que tu vas avoir un mec qui va... En fait, on essaye de se dire, utilise au maximum le système, mais par contre, quand tu es en phase de design, si vraiment tu as besoin de péter le système et d'avoir une nouvelle interaction, j'en sais rien, un truc qui peut vraiment régler ton problème utilisateur, n'hésite pas. Pète le système, et du coup, quand tu passeras à l'étape de review système, c'est là où on va en discuter. C'est-à-dire, en fait, ok, il y a quelque chose de nouveau là, il faut qu'on se pose la question. Soit en fait, ton truc, je crois pas que ça apporte grand-chose et tu peux réutiliser ce qu'on a déjà. Soit effectivement, il y a quelque chose de nouveau, il y en a besoin d'updater notre librairie, et dans ce cas-là, on l'update, quoi. Mais c'est toujours un truc qui se fait en amont avant d'arriver côté développeur, en fait, côté tech. C'est-à-dire que tu es censé, quand ça arrive chez eux, te dire il y a un nouveau composant et il est dans la librairie. Donc, tu peux pas. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça marche, mais effectivement, c'est à ce moment-là où tu laisses la liberté au départ, la review, c'est là où tu en discutes, et ensuite update ou pas. Ça fait écho à une question qui m'a été posée sur Twitter par JD qui demandait comment vous vous assuriez que les designers utilisent bien le design system. Donc si je comprends bien, vous avez un design system review qui est juste là pour s'assurer que vous utilisez les bons composants. Ouais. Mais je te pose la question comme ça parce qu'il y a beaucoup de mes invités qui nous parlaient de design review, où tu es avec les designers et tu reviews pour voir est-ce que ça fonctionne. Vous êtes juste là pour vous dire est-ce que le composant c'est le bon ou pas, et s'il n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des reviews design qui vont porter sur l'UX, sur ta problématique, sur ta solution, est-ce qu'elle marche, pas marche, est-ce que c'est lié avec tes KPI et tout ça. Et tu vas avoir une review qui est très spécifique à, effectivement, est-ce que tu utilises les bons composants. Et celle-ci, effectivement, pendant un moment, c'était un peu... en fait, c'était vraiment la guideline. C'était se dire, attention, ils vont nous présenter une solution. Nous, on n'est pas là pour challenger la solution. D'accord. On est juste là pour s'assurer que ton composant-là, tu l'utilises avec les bonnes règles. Ça intervient dans quel ordre? C'est d'abord, vous faites le design system review, et après la design review, ou l'inverse? C'est toujours l'inverse. Donc, c'est vraiment, nous, dans le sens, tu vas avoir donc, la phase design, diverger, converger. Tu as une solution qui te semble intéressante, qui a été validée en review design classique. Et donc, du coup, là, tu te dis, on va usability tester. Et c'est à ce moment-là, on te dit, en fait, la règle, c'est avant chaque test utilisateur, il faut que tu passes à la moulinette librairie, enfin design system, qui elle est là pour te dire ok, très bien ta solution, et soit ça passe pas, soit on crée un nouveau composant, enfin soit on aura besoin de créer un nouveau composant, mais elle arrive effectivement assez tard dans le process pour effectivement éviter de bloquer trop tôt le travail du designer. Et je trouve ça aussi intéressant de le faire avant la recherche utilisateur pour éviter de dire ça fonctionne, mais en fait non. Oui, parce qu'en plus c'est je sais pas, c'est une technique, mais on l'a vu un petit peu pendant un moment, parce que pendant très longtemps, le design system, je comprends tous les gens qui disent mais c'est difficile à vendre et tout. Pendant très longtemps, même quand on avait un truc qui fonctionnait, qu'on utilisait, tu as toujours des gens qui sont très sceptiques, et ce qui est normal, je trouve ça normal, très sceptiques sur le design system, et qui par tous les moyens essaient de te dire que ça fonctionne pas. Et pendant un moment, effectivement, on avait des gens qui allaient tester des choses et qui revenaient en te disant de façon un peu malhonnêteté intellectuelle, on a fait tester votre composant, ça marche pas. On ne sait pas trop pourquoi ça marche pas, mais ça marche pas. Et en fait, ça c'était un peu embêtant parce qu'en fait, quand tu creusais, oui, ça pouvait être le composant, mais souvent c'était pas ça le problème. Donc du coup, tu dis essayons d'essayer de mettre un mur avant de pouvoir aller tester avec des utilisateurs. Et je crois que c'est important. Nous, ce qu'on a mis, c'est des murs en fait. C'est comme si on avait un gros château là, et on a des mecs qui le gardent. Et il faut éviter que les autres rentrent dans le château. Et on l'a au niveau design, et on l'a au niveau tech, quoi. C'est-à-dire que quand ça passe par nous et qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu, ça revient par les techs. En fait, les techs te le font revenir. Donc en général, tu as plusieurs garde-fous. Voilà, exactement. Tu as plusieurs garde-fous et ça évite les problèmes. Tu as abordé un sujet intéressant qui est de la recherche de composants. Comment est-ce que vous développez les composants? Justement, j'aimerais bien comprendre quand vous les avez développés. Donc, on ne parle pas d'un bouton, d'un input qui ont tous le même fonctionnement, mais quand vous faites des composants un peu plus lourds, un peu plus importants, comment vous les testez? Est-ce que vous les testez déjà? Ou est-ce que ça passe par ce process qui est de se dire
ok, on valide en design system review si on l'envoie en test ou pas, ça passe le test utilisateur, c'est bon, donc ça devient vraiment un composant, ou alors ça fail et on le supprime tout de suite. Alors, du coup, sur cette question-là, nous, ce qui s'est passé, c'était au tout départ, on y a été à tâtons. Donc, on a fait un audit de ce dont on avait besoin. Là, on a commencé à essayer de créer des composants. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a testés, on les a usability testés. Et donc, du coup, là, tu t'assurais en fait juste que ça fonctionnait. En fait, c'était juste ça. C'est les gens arrivaient à s'en servir. On parlait vraiment d'ergonomie à ce moment-là. C'était juste de dire chaque composant, il est là pour une raison. Est-ce qu'ils arrivent à s'en servir? Très bien. Est-ce qu'il y a des problèmes? On le change. On a fait ça au début. Et donc ça, c'était sur la partie design, test utilisateur. Et en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on a fait un progressive rollout en anglais. Donc on a délivré de façon progressive nos composants, c'est-à-dire qu'on y allait composant par composant en fait. On rebalançait une page avec les nouveaux composants et on laissait une autre page qui était l'ancienne version, et de là on essayait de s'assurer que on pétait pas les conversions, qu'on n'avait pas de problème pas de problème avec les datas. Et c'est comme ça qu'on s'est un peu assuré que en ergonomie, en utilisabilité, il n'y avait pas de problème, et que deux, en quanti, il n'y avait pas non plus de soucis. Ensuite, sur la création de composants, je pense que c'est toujours la même chose, parce qu'en fait, on est arrivé à un niveau, on a une librairie qui est assez complète, et on n'a pas beaucoup d'updates, donc il n'y a pas énormément ce besoin d'aller tester un nouveau composant. Mais quand ça arrive, c'est à peu près la même logique, c'est se dire, bon bah voilà, essayons de rationaliser tu vois une problématique, on a tiens, je sais pas comment introduire une nouvelle feature à un utilisateur, c'est qu'est-ce qu'on a en main pour annoncer une nouvelle quelque chose de nouveau dans la page. Et c'est comme n'importe quel projet, tu vas dire bon bah voilà, j'ai un problème à régler, ok, comment font les autres, benchmark, très bien, bon bah ok, il y a ces 4-5 solutions qui existent, boum, bah ça voudrait dire quoi chez nous, chez Blablacar, ça voudrait dire ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Et puis tu testes et tu vois ce qui fonctionne pas, et puis tu réduis, tu gardes une version qui marche, et là tu définis des règles précises, quoi. Mais c'est à peu près le processus assez normal de test et de. Non, mais c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe dans les autres boîtes. Si on revient un petit peu à un sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, qui était Pixar, donc que tu as dit comme étant le deuxième design system, Rémi disant que c'est le quatrième. Si on part du principe que c'est que le deuxième, j'aimerais comprendre pourquoi tu dis que c'est un deuxième design system. Vous êtes reparti de zéro, ou vous avez repris le design system existant et vous l'avez amélioré? Alors en fait, ça serait marrant de voir ce que dit Rémi sur pourquoi c'est le quatrième pour lui. Moi, je dis le deuxième parce que c'est presque en termes de branding. Le premier, c'était Lego, le deuxième, c'est Pixar. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, on avait la première version de design system qui était à un niveau très juste livré de composants, avec un but de rationaliser la cohérence entre toutes les plateformes et toute l'expérience. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu à un moment un rebranding de Blablacar. Et en fait, c'était le bon moment pour se dire, bon, bah, très bien, on a un truc qui est assez, qui ramène de la cohérence, mais il n'a aucun lien avec la marque. Et donc, du coup, c'est peut-être le moment de se poser la question de comment on réaligne ça avec notre marque, et avec le fait que la nouvelle direction de la marque, c'était peut-être quelque chose de plus émotionnel. Donc du coup, on a juste pris l'appel d'air du rebranding pour se dire refaisons notre design system pour qu'il soit complètement collé à la brand, parce que c'est un événement, on va changer de marque, on va dans une nouvelle direction. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on est effectivement reparti de ce qu'on avait, et on a reconstruit en fait une librairie qui était plus connecté à la brand, en fait. C'est tout bête, mais c'était surtout de l'adaptation visuelle de l'ancienne version. Plus, on commençait à aller à un niveau au-dessus, qui était d'avoir des grandes des patterns d'expérience. C'est-à-dire que au lieu de passer d'un niveau tout petit composant, essayons de rationaliser des grandes idées comme tu vois, confirmer une action
c'est quoi? On n'avait pas ça, on avait des boutons, on avait des switches, mais c'est quoi confirmer une action? Bon, bah, on a un composant qui est confirme une action et elle a cette tronche-là parce que la règle, c'est quand je fais une action qui me rapproche de mon covoiturage, et bah, ça doit être un écran vert avec une illustration qui me dit bravo et un bouton OK. Bah, tu vois, on rentrait dans cette mécanique de dire bon, bah, il y a peut-être des composants qui sont un niveau au-dessus d'expérience pour le design system. Donc c'était un peu ça, quoi. On va y revenir, j'aimerais bien d'abord rediscuter de la brand. Donc, si je comprends bien, vous avez un design system et plutôt de juste changer les couleurs qui se seraient impactées partout, vous avez quand même retravaillé un petit peu la forme des boutons, la forme de... Ah oui. C'était vraiment ça, Et d'ailleurs, on a eu des petits soucis parce qu'on avait en fait, je pense qu'on était parti plus loin encore. Enfin, on se disait, bah tiens, nouveau design system, on va tout changer. Et en fait, on a mélangé un peu, on va changer l'expérience, on va changer la librairie, on va tout changer. Alors qu'au fond, c'était surtout, réadapter visuellement un nouveau système. Et surtout, comment dire, améliorer par rapport aux problématiques qu'on voyait de l'ancien. C'était l'occasion de se dire, bon, en fait, il y a des trucs qui sont un peu cassés avec l'ancienne version. Bah, prenons cette opportunité pour les améliorer. D'accord, mais pour bien comprendre, est-ce que c'est repassé par toute une série de vous recréez les boutons de zéro, les devs recréent les boutons de zéro? Est-ce que vous êtes reparti d'une feuille blanche ou est-ce que vous avez repris l'existant et vous avez juste mis une couche de peinture par-dessus ou une couche d'expérience en fonction du problème? Ça dépend comment tu vois le truc, mais je vais appeler ça repartir de zéro, oui. C'est se dire, on a une liste de composants, il y a un bouton, il a une tronche. Demain, la brand, elle est plus ronde, elle est plus bleue, elle est plus couleur. On refait depuis zéro, quoi. Après, côté tech, c'est un peu comme nous. C'est soit tu pars du même composant et tu changes le border radius, le height et la couleur. Je te pose la question pour juste comprendre si quand vous avez dit on change de design system, c'était comme vous l'aviez déjà implémenté, vous changez la forme, vous claquez des doigts et ça change partout. Ou est-ce que vous refaites tout et après vous repassez sur chaque écran et vous réimplémentez au fur et à mesure? Du coup, là, pour l'update, alors je suis pas sûr, je vais peut-être dire des conneries, mais le principe, c'était effectivement le principe de système, c'était de se dire ça, c'est-à-dire demain, si je fais un changement, non, ça s'impacte partout. Donc, j'ai l'impression qu'on a fait ça, mais c'était pas tout beau, tout rose. Il y a forcément eu des cas d'exception, mais la logique, c'était vraiment ça, de se dire, en fait, c'est une update de la librairie actuelle qui doit se faire de façon instantanée. Qui est aussi une des raisons pour lesquelles, en tout cas moi de mon côté, j'ai essayé de vendre le design system dans ma boîte, qui était de dire demain on change de couleur, hop on appuie sur un bouton et c'est terminé. Bah, en tout cas, là par exemple, on va lancer le dark mode. Moi j'ai une grande fierté pour moi parce que BlaBlaCar c'est très pragmatique comme boîte. Et alors le dark mode, justifier le pourquoi on passe en dark mode, c'est assez compliqué. Tu l'as justifié comment? Et on l'a pas justifié, on l'a juste dit ça s'est connecté avec l'envie de faire des trucs un peu plus delight, un peu plus kiffant, et de suivre un peu ce qui se passe dans le milieu de la tech. Et en fait, moi on a pris le sujet parce que je pense que c'est le meilleur exemple pour prouver la valeur du système. Et là, on l'a vu en fait passer en dark mode. Ça a été quand même très très simple. En tout cas sur iOS pour l'instant, mais je veux dire entre le moment, le design qui va regarder ce que ça donne sur nos écrans et les 3-4 exceptions, parce que tu as toujours des exceptions de correspondance de couleurs qui ne marchent pas, et les développeurs iOS qui ont travaillé à juste switcher les couleurs dans leur app, et puis les images et tous ces trucs-là, les icônes. C'est assez impressionnant la puissance de la vitesse à laquelle tu peux changer ton interface. Enfin, moi, je pense que c'est le meilleur exemple, et je me dis que derrière, ça peut amener des choses assez sympas. Genre, on pourrait s'amuser. Demain, tu fais un rebranding, tu peux te dire, bon, en fait, très rapidement, on peut... tu vois, j'en sais rien, mais aujourd'hui, au départ, on se disait, tiens, nous, on suit pas les modes, on fait surtout quelque chose qui va durer dans le temps, et on n'est pas là pour ajouter des shadows bleus derrière tes petits boutons. Demain, peut-être qu'en fait, tu vas changer, te dire, en fait, neumorphisme, là, c'est super cool. Est-ce que ça s'aligne un peu avec nous et avec la marque? Cool. Est-ce qu'on veut le faire? Peut-être que le fait d'avoir le système qui est assez solide, on peut le faire assez rapidement. Faisons-le, quoi. Peut-être que tu vois, ce genre de choses pourrait arriver demain. Cool.
Tout à l'heure, toujours pour parler sur la brand et ce passage au design system, tout à l'heure tu disais que le premier design system était quelque chose dans votre coin et que la brand était silotée avec le product design. Quand il y a un rebranding qui arrive chez Blablacar, est-ce qu'il y a toujours ce silo et qui fait que du coup vous vous retrouvez avec des nouvelles couleurs 6 mois plus tard où vous devez les changer, ou est-ce que le travail est plus en équipe, équipe brand et Alors, produit? Du coup, dans les faits à cette époque-là, on était toujours des silos. Il y avait la brand et produit, expérience d'un côté. Par contre, le rebranding s'est fait en une équipe isolée, D'accord. mélangée avec effectivement UX, PM et brand. Et pour t'expliquer un peu comment ça s'est passé, hein, nous on a fait appel à une agence qui s'est réoccupée de travailler le rebranding, et en fait ça s'est passé à Londres, et nous on a été envoyés pendant la même période avec d'autres designers, un tech et un PM là-bas pour rester très fortement en contact avec la brand et avec l'agence qui nous montrait les avancées. D'accord. Pour qu'on puisse, nous, commencer à travailler, à poser des questions et à montrer ce que ça pourrait donner dans le produit pour avoir un espèce d'échange en fait beaucoup plus fort que ce qu'on a, que ce qu'on avait en tout cas chez Blablacar au bureau, quoi. Ouais, ce qui fait que vous aviez un aller-retour et que quand il y avait des modifs qui étaient faits sur la brand, tu pouvais tout de suite regarder comment ça donnait sur le produit pour faire un échange. Et c'est vraiment ça. On n'était pas dans les mêmes bureaux parce que c'est un travail complètement différent, mais on avait effectivement on était au même endroit, mais on avait ces meetings, on se partageait des infos, et nous, de notre côté, effectivement, on passait des journées à se dire, ok, moi, très bien, là, ils partent dans cette direction, mais ça voudrait dire quoi chez nous, en fait? Ça voudrait dire quoi visuellement dans notre produit? Ça a eu un impact chez vous, par exemple, et est-ce que ça a eu un impact pour la brand, par exemple, eux vous disent, on va passer sur telle couleur, on va faire telles illustrations, vous le mettez dans le produit et vous dites, c'est un no-go, ça marche pas du tout de notre côté, ça vous est arrivé ou... Alors, ça, c'était... oui, ça nous est arrivé. Ouais. En fait, c'est bête, mais il n'y a pas eu de bloqueur, vraiment, à part les couleurs, en fait. Parce que c'est vrai que, la brand, souvent, ils ont des contraintes beaucoup plus... ils n'ont pas des contraintes d'accessibilité que nous, on va avoir. Et ça fait partie des choses où on a dû faire des adaptations. C'est vrai que Blablacar, tu regardes la marque aujourd'hui, c'est des bleus très clairs, c'est des verts très clairs. Dans ton app, ça marche pas. C'est pas accessible du tout. Donc, du coup, on a travaillé à faire des équivalences et à valider avec eux que notre vert, il était assez cohérent avec leur vert à eux, quoi. D'accord. Donc on n'a pas pu, pour le coup, là, c'était difficile c'est vrai que c'est limitant, hein, l'accessibilité. Tu regardais leur bleu et tu leur disais, mais nous, le seul bleu qui pourrait marcher, qui est vraiment à la limite d'être accessible, c'est celui-là. Et tu le mets sur la brand et tu te dis, ça marche pas du tout. En fait, c'est pas du tout la même marque, quoi. Et du coup, ça marche pas, quoi. Donc, du coup, c'était des équivalences. On a fait, en tout cas sur les couleurs, des équivalences. Après, sur tout ce qui était typo, tout ça, on n'a pas eu besoin de. On a aligné complètement produit et marque. Ah, bien sûr, je comprends. Illustration, pareil. On a vraiment tout aligné. C'est hyper intéressant. C'est un sujet important, l'accessibilité chez Blablacar. Super important. Super important. Super important, et c'est typiquement un sujet là sur lequel on va remettre encore plus d'efforts chez Design System, parce qu'on fait passer par là, et on a un tech qui s'appelle Nicolas Hainaut, qui est passionné d'accessibilité et qui pousse depuis très longtemps pour s'assurer que notre Design System, la librairie, tous les composants sont accessibles, et qu'on puisse répondre aux gens qui ont besoin d'avoir des choses accessibles, quoi. Je vais te poser encore une question sur comment vendre un sujet, qui est comment vous réussissez à vendre l'accessibilité. Alors j'imagine que pour Blablacar, c'est beaucoup plus, entre guillemets, facile parce que vous touchez beaucoup plus de monde, et donc un certain pourcentage de personnes qui ont besoin de cette accessibilité, ça représente beaucoup pour vous. Comment tu dirais ça comment tu aiderais ou comment tu conseillerais un designer qui veut faire de l'accessibilité, où on lui dit non, c'est de la perte de temps, ou ça marche pas, ou ça sert à rien? Je te pose la question parce que ça m'est déjà arrivé. Oui. En fait, c'est marrant parce que c'est un mix de différentes choses, mais je crois que Nicolas Hainaut, en fait, ça fait longtemps qu'il pousse, hein. Et je t'avoue que chez Blablacar, pendant très longtemps, l'accessibilité, c'était oui. On s'en inquiète, mais passons pas trop de temps là-dessus non plus. En fait, moi, la manière dont je le vends aujourd'hui,
très très simple. J'avais repris de ce truc-là d'un mec de chez Facebook qui a raconté ça dans une interview, ça m'avait fait rigoler. Il parlait des edge cases et il disait oui, chez nous, quand on te dit edge case, il dit quand chez Blablacar 1%, effectivement, c'est un edge case. Chez Facebook, il disait 1%, c'est des millions de personnes. Hein. C'est pas un edge case chez nous. Donc du coup, tu dois y faire attention. Et moi, la manière dont je le vends aujourd'hui, c'est les gars, en fait, quand je suis arrivé, on était 20 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on est 100 millions, je crois, un truc comme ça. En fait, nos edge cases, ils sont plus des edge cases et donc du coup, là, je crois qu'il faut vraiment continuer. En fait, on n'était pas mauvais, mais je pense qu'il faut continuer à mettre de l'effort pour s'assurer qu'on réponde à tout le monde, en fait, à tout le monde. Donc ça, c'est la manière de le vendre et du coup, ça va avec le contexte de l'entreprise. Et c'est une histoire de focus aussi. Hein. C'est triste, mais bon, oui, effectivement, quand tu as 2 personnes qui peuvent pas utiliser ou qui ont du mal à utiliser ton produit sur 20 millions, je peux comprendre qu'un produit te dise c'est pas le focus. C'est tout à fait normal. Là maintenant, tu as plus de monde, tu dis on a peut-être plus d'énergie à mettre là-dessus. On a toujours fait l'effort, oui. Après, il y a quand même une culture chez Blablacar qui est assez forte sur faire attention en fait aux gens. Je crois que c'est une boîte très humaine. Du coup, je pense que ça aide aussi. C'est-à-dire, un Nicolas Hainaut, il faudrait qu'il est un peu tout seul dans son coin à pousser son sujet. Je crois pas que ça soit très difficile pour lui de le vendre, de dire il faut qu'on fasse attention à tout le monde, les gars. Je veux dire, n'importe qui a le droit d'utiliser ton produit. C'est à nous de faire l'effort de le rendre accessible et pas à lui de se débrouiller pour utiliser ton produit. Donc, je crois que, en tout cas, chez nous, c'est assez facile. Donc, je sais pas comment je pourrais le vendre. Je pense que c'est une partie très empathie et humaine, c'est-à-dire, franchement, même si c'est un edge case, ça reste un mec qui peut pas utiliser ton produit. Donc, comment tu réponds à ce pauvre utilisateur? Ok, merci beaucoup. Sans transition aucune, on va revenir sur le design system parce que depuis tout à l'heure, on parle de composants. Je vais un peu tirer les traits, mais pour moi, quand on parle de composants comme ça, on dirait que c'est un UI kit, où c'est ton petit kit de composants côté dev et côté design. On a parlé un petit peu tout à l'heure de description d'éléments, où tu dis que c'est qu'un bouton, quelle est sa couleur, etc. Est-ce que vous avez des guidelines derrière qui sont des guidelines plus UX qui vont être ce bouton, tu peux l'utiliser que à tel moment? Est-ce que vous avez des guidelines writing où c'est tu ne peux utiliser que ces phrases-là? Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le détail et que tu nous expliques en dehors de ces composants, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre design system? Alors, c'est vrai que c'est marrant, je crois que c'est une déformation de parler de composants. Moi, tout est un composant pour moi, mais du coup, effectivement, on a effectivement la librairie de composants au départ, et puis ensuite, tu rajoutes des guidelines à ces composants sur comment les utiliser, eux, tout seul, et puis après tu commences à rajouter du contexte. Effectivement, on va avoir des composants qui vont, pas des composants, mais des moments d'expérience qui vont avoir un élément design qui y répond. On va avoir ce qu'on appelle des success screens par exemple. Donc c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire à chaque fois qu'un utilisateur va faire une action, comment tu lui dis qu'elle est validée cette action? Tu as deux options. Soit c'est une action qui ne t'empêche pas de voyager, de faire ton covoiturage. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'y aller de manière très minime. Donc je vais avoir juste un bouton qui se transforme en check qui dit c'est bon, c'est fait. Si c'est une action qui est un pas vers tu vas covoiturer, et là tu as un écran tout vert avec une illustration qui dit top, validé, enfin peu importe, avec du contenu. On va avoir des trucs comme ça, on va avoir des écrans on appelle ça les warning screens. C'est utilisé dans 2 cas, ça veut dire si tu as une information à donner qui peut être un problème, qui peut t'amener des problèmes légaux ou je ne sais plus d'ailleurs, mais problèmes légaux, tu vas avoir un écran qui lui a pour rôle de surprendre, de contraster avec tout ce que tu as et qui a une forme, une illustration, un contenu spécifique, un bouton qui est pensé pour ce truc-là. On a des éléments de patterns d'expérience comme ça qui sont définis, qui sont un niveau au-dessus. On n'a pas énormément et je pense qu'on va on va pousser un peu plus dans ce sens-là. Pendant un moment, pendant le rebranding, on avait poussé la logique très très loin où en fait on se disait mais on a des templates là qui marchent qu'on pourrait utiliser tout le temps, qui sont les mêmes et c'était
bon, intellectuellement c'est intéressant, mais ça demande énormément de travail. Je pense qu'on va continuer à pousser dans ce sens-là. Après, oui, donc on va avoir des règles comme ça. Et je parlais une fois, dans un talk, j'en parlais, mais il y a effectivement la UI library. Ensuite, tu as le UX, le UI system, UX system, donc avec tes règles d'expérience comme ce que j'énonçais. Et tu vas avoir des choses qui vont être product system, qu'on a travaillé sur des différentes choses avec, à l'époque, c'était Benjamin Retourné qui travaillait avec moi, qui est Head of Product aujourd'hui chez Blablacar, avec qui on a travaillé sur des quelques règles produits. Typiquement, on avait un souci avec nos emails. On envoyait 145 000 emails de transactions à l'utilisateur. Chacun avait une tronche différente, pas les mêmes templates, pas les mêmes infos. Enfin, c'était un joyeux bordel et c'était un sujet que personne ne voulait prendre. Et en fait, dans ce sens-là, en fait, le problème, c'est que du coup, nos équipes, à chaque fois qu'elles construisaient une solution de design à un problème, la question revenait tout le temps, c'était est-ce qu'on envoie un email? Est-ce qu'on envoie un email? Et là, tu repars à chaque fois dans les mêmes questionnements. Ouais, mais c'est peut-être important. Hein. Mais ouais, non, mais c'est important quand même de lui dire qu'il a changé sa photo. Bon, je suis pas sûr que ce soit important. Et puis tu passes du temps là-dessus. Et en fait, nous, ce qu'on s'était dit, on a fait un arbre de décision. En fait, on s'est dit, il y a un arbre de décision très simple. C'est est-ce que tu vois, l'utilisateur a une action à faire enfin, tu vois, a une action à faire. Oui. Bah, dans ce cas-là, tu lui envoies un email. Non, t'envoies pas de mail. Est-ce que tu parles d'argent? Oui. Du coup, on envoie un mail. Tu parles pas d'argent. On envoie pas de mail. Du coup, tu n'envoies rien. Donc, j'ai pas tout expliqué là, mais tu vois, tu avais vraiment un espèce d'arbre de décision comme ça qui te permettait de dire, en fait, très rapidement là, dans ton sujet, est-ce que tu dois envoyer un email? Regarde ton arbre de décision. Non, c'est réglé. On n'a pas besoin d'en reparler. Et ça, il y a toujours des exceptions qui peuvent exister, mais en gros, c'est un peu dans la culture, c'est se dire prenons une grosse décision plutôt que 145. Tu vois, et à un moment, tu en auras peut-être une où ça marchera pas. Bon, là, revoyons, mais ça évite de passer 145 fois sur le même questionnement, quoi. Donc, en fait, vous mettez en place à chaque échelon de la boîte, enfin à chaque échelon du produit, un système qui vous permet de simplifier et de réfléchir le moins possible pour aller directement, enfin pour apporter de la valeur à l'utilisateur, j'imagine. Oui, exactement. Ça et pour nous aussi, c'est toujours la même chose, c'est valeur utilisateur et nous, où est-ce que je peux enlever de l'énergie où j'apporte pas de valeur, quoi. Très clair. Dans ma question, il y avait aussi toute la partie écriture. Ouais. Tu en as un peu parlé et aujourd'hui, j'imagine que vous avez des UX writers ou des gens. On a une content strategist. Alors, c'est le truc qui est arrivé en dernier, content. On a des règles contenues dans le système. Elle a commencé à les écrire. Le contenu, c'est un peu différent parce que tu as toujours... comment dire, tu peux donner des grandes guidelines, mais tu as des designers qui ne savent pas écrire. Moi, le premier. C'est pour ça que je te pose la question, parce que moi, j'ai eu des discussions où certains disent les designers, ils doivent aussi apprendre à écrire, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est un métier à part entière. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais comprendre, en fait, l'écriture, quel est le rôle de l'écriture dans votre design system, comment vous l'intégrez. Et si c'est un travail donc oui, c'est un travail que vous avez commencé à faire, mais jusqu'où ça va aller, où est-ce que vous en êtes? Du coup, je sais pas si je vais avoir une bonne réponse parce que alors un peu comme ce que je disais au début, il y a une autre chose qui va changer et qui sera annoncée demain, c'est que la content strategist rejoint l'équipe design system. Parce qu'elle est où à l'heure actuelle? En fait, elle est sa propre équipe. Hein. Parce que en fait, elle est dans l'équipe design. Et elle est content strategist, mais elle est pas associée elle est associée à design. D'accord. Bon, déjà, elle n'est pas associée à marketing, donc du coup, elle travaille avec vous. Elle aurait pu être associée à product marketing, et elle le sera pas. Et donc, mais effectivement, elle est dans design, et là, elle va rentrer dans design system pour continuer à améliorer les guidelines. En fait, donner des directions à nos designers. Je pense que sinon, c'est toujours la même chose, c'est qu'elle peut elle sera toujours utile pour aider à trouver le bon contenu. Par contre, elle peut donner des petites briques au départ pour que tu arrives avec quelque chose avec 3 versions plutôt que d'arriver en disant je sais pas quoi écrire.
Tu vois, je pense que c'est Leur ça, émotion, c'est pareil, c'est se dire en fait, moi je vais passer du temps sur plein d'autres choses, là sur la partie design. Est-ce que je peux m'enlever des bâtons dans les roues au départ en donnant les bons outils aux designers pour les aider à avancer plus rapidement et avoir beaucoup moins besoin de moi, quoi. Donc ça, c'est un travail sur lequel vous êtes en train de bosser. C'est un travail sur lequel on est en train de bosser. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça, c'est vrai que c'est différent. Moi, c'est marrant parce que c'est pas moins tangible, mais un composant, c'est visuel. C'est une brique, tu la vois, du contenu, t'as l'impression d'avoir tellement d'options pour un contenu que c'est plus difficile. Enfin, c'est plus difficile à représenter. Et je pense que ça va être rigolo. Ouais. Bon, et en plus, tu vas avoir le petit plaisir qui est que vous êtes dans 22 pays, donc il va falloir le localiser. Ça, est-ce que c'est une problématique que vous avez rencontrée dans la création de votre design system, la localisation, ou vous avez la chance d'être dans des marchés qui sont à peu près similaires et donc tout ce que vous faites fonctionne partout et vous n'avez pas besoin d'y réfléchir? Pas du tout. Non, mais en fait, c'est un des problèmes actuels et dont elle aura la charge d'améliorer, c'est effectivement tout ce qui est traduction. Et dans les pays, on n'est pas très... on pourrait être meilleur. On peut être meilleur. Et d'un point de vue, on va dire, plus fonctionnel, on va dire dans le UI Kit, vous vous êtes rendu compte, vous, en créant votre design system hors contenu, qu'il y avait des endroits où certaines briques ne marchaient pas dans certains pays alors qu'elles marchaient dans d'autres, ou c'est vraiment... Alors, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais il y en a eu beaucoup. Mais ouais, vraiment quelques-uns, mais c'est des tout petits détails. Mais il y en a un qui m'avait marqué, c'était effectivement la différence de compréhension. Aujourd'hui, quand tu ouvres la page de résultats de Blablacar, tu as ces petites icônes de couleurs que tu vas voir en dessous d'une adresse de départ et d'une adresse d'arrivée. Et ça, c'est des indicateurs de proximité. Combien c'est de ton adresse de départ et de ton adresse d'arrivée. Et c'est marrant parce que, par exemple, en France, j'avais l'impression que c'était assez facilement compris. Et en Russie, j'ai pas vu quelqu'un qui avait compris dès le départ ce que c'était, quoi. C'était vraiment étonnant, je sais pas, je comprends pas. Donc, pour les gens qui écoutent, c'est des petites pastilles qui disent vert. C'est une jauge en fait de proximité. C'est une jauge de proximité. Et en Russie, elle est pas comprise. Et donc je me dis qu'il y a forcément un truc avec la jauge ou la manière de le présenter ou le fait qu'on a traité ça comme des feux, tu vois, des feux verts, feux orange, feux rouge. Il y a peut-être il y a effectivement en tout cas il y a une learning curve qui est différente là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on leur explique, qu'ils comprennent, ils disent ok d'accord, oui ok, c'est un truc de proximité, mais je l'avais pas au départ, quoi. Mais donc le seul truc que vous avez fait, c'est juste expliquer. Vous n'avez pas essayé de retravailler spécifiquement pour la Russie. Et ça c'est un sujet un peu critique en interne, mais moi je reste persuadé qu'on pourrait améliorer ce truc-là. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact très négatif, mais c'est vrai que sur ce petit composant-là, spécifiquement, je trouvais que on aurait pu... on pourrait encore creuser, mais après, c'est des contextes différents. On a passé très, très longtemps à trouver le truc qui fonctionnait à peu près partout. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas énormément de différence dans la manière de... En tout cas, sur les composants, la manière d'utiliser les composants. Ça va être plus en termes de flow, en fait, d'expérience, de quand est-ce que tu poses des questions et toutes ces choses-là. Là, tu vas avoir des différences. Mais, tu peux avoir des différences, ouais. Tu peux avoir des différences sur, par exemple, la confiance. En Russie, il faut être plus haut en termes de... Tu vois, comment tu montes la confiance à des Russes qu'à des Français où le marché est déjà bien... Enfin, tu vois, où c'est différent, quoi. C'est différent. Donc ça, tu vas avoir des différences. Ok. Au début de cette discussion, on a parlé de tout ce qui est communication. Comment tu vends le design system. Aujourd'hui, qu'il est bien mis en place, que a priori tout roule pour vous, même si vous avez des choses à améliorer. Ouais. Non, non, tout roule. Oui. Tout roule, mais comme toujours, on peut améliorer. Allez, on peut améliorer. Justement, est-ce que vous continuez de communiquer dessus en interne? Et comment vous communiquez dessus aujourd'hui, maintenant que le système est plutôt bien établi, maintenant que tu as dit que vous avez l'impression d'être arrivé entre guillemets au bout et qu'il y a d'autres choses à faire? Ouais. C'est ma problématique en ce moment. C'est ma vraie problématique. C'est si je te raconter le contexte, et c'est un des nouveaux apprentissages qu'on a pour moi de design system. C'est en fait on est arrivé à un moment de maturité et de situation d'entreprise où en fait on a voulu se reconcentrer sur certains sujets
et on avait un manque de ressources. Mhm. Et en fait, tu dis, bon, bah, il y a des trucs où on va mettre moins d'efforts. Et typiquement, dans les décisions, on s'est dit, bon, bah, franchement, design system, ça fait un moment qu'il est là. C'est dans les process, c'est évangélisé, c'est un pilier de la culture. C'est vraiment un pilier de la culture. On suit les règles, on est système, on pense système. Du coup, ça pourrait être ça va vivre tout seul, ça va survivre. Et quand on devra revenir dessus, ça devrait être assez simple, quoi. Et en fait, moi, c'est l'apprentissage que j'ai là, c'est de me dire, à partir du moment où tu lâches le truc, où t'as pas quelqu'un qui le tient un peu, bah ça commence à pisser dans tous les sens en fait. Et là, on le voit, c'est-à-dire que là, on va remettre de l'énergie dessus avec un designer plein temps voilà, un chapter et toutes ces choses. Et en fait, là, ce qu'on va faire, le premier travail, ça va être, moi, comment dire, j'ai catégorisé la direction qu'on prenait en 2 blocs qui étaient maintenir et scale, échelle. Et en fait, il y a une bonne première partie de maintenir qui va être, à mon avis, les 6-8 prochains mois là. Bon, ils vont passer beaucoup de temps à réaligner en fait, ce qui a commencé à casser. D'accord. C'est tout bête, mais c'est vrai, ça a commencé tout bêtement à casser. Il y a des petites exceptions, et puis de la façon de nommer les composants différents, des nouveaux composants qui ont été créés côté tech, pas de notre côté. Enfin, très très vite, ça commence à péter parce qu'il y a eu des nouveaux arrivants, on recrute beaucoup. On n'a pas forcément assez évangélisé les nouveaux arrivants sur les sujets. Donc, tu as vraiment tout un mix de choses qui font qu'en fait, ça commence à casser, en fait, ça casse. Et donc, du coup, tu veux remettre de l'énergie pour remettre tout le monde au niveau. Et donc, du coup, ta question, c'était comment je continue de vendre, c'est ça, non? Comment tu continues de communiquer autour? Et donc, du coup, voilà, mon point, maintenant, aujourd'hui, mon point, c'est effectivement ça. C'était là, la manière dont je vais l'approcher, ça va être de dire, on a en interne, ils parlent beaucoup ils utilisent une métaphore qui est la maison. Et ils disaient, quand on est, il y a 2015, Blablacar, c'est une espèce de cabane dégueulasse où en fait on a construit par-dessus et puis ça tiendra toujours. Puis en fait à un moment tu dis, ça tient plus, là on peut plus construire par-dessus, il faut tout redéconstruire et on va vers un super joli bâtiment. Et en fait moi quand je vois cette métaphore, je la trouve mortelle. Et en fait, quand je regarde la situation de Blablacar aujourd'hui, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, il y a 2 choses qui ne vont pas dans cette métaphore, c'est que entre les deux, on est en train de construire effectivement un joli bâtiment, mais ça, on le voit avec un angle très Blablacar, je trouve, alors qu'en fait, on a Blablabus, Blablalines, et Blablasure, et Blablahelp, et tous ces trucs-là. Qui vivotent à côté. Et qui vivotent à côté, et qui ne suivent pas le système, et qui travaillent peut-être sur... Donc en fait, on peut dire que vous avez un outil qui est... un produit qui est plutôt nickel, ou sur lequel vous avez bien travaillé, qui est Blablacar, et tous les autres sur lesquels il y a encore du taf à faire. Ouais, c'est pas qu'il est pas nickel, mais c'est qu'en tout cas, il est pas du tout aligné avec nous. Et donc, du coup, c'est la première chose que je me dis, c'est pas... Pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on n'est pas en train de construire un bâtiment, on est en train d'en construire 5, là. Et donc, du coup, à un moment, on va se poser des questions. On va forcément vouloir peut-être 2 bâtiments, et c'est tout. Ça veut dire qu'il y a du taf et ça va arriver, il va falloir qu'on réaligne. Et le deuxième truc que j'aime bien avec cette métaphore, et c'est pour ça que j'adore la métaphore de l'architecture, c'est que l'architecture, on n'est pas très loin dans ce qu'on fait, mais ce qui est hyper cool avec nous, c'est que nous on a la capacité de déconstruire et reconstruire assez rapidement, ce qu'eux ils n'ont pas. Et en fait sur le bâtiment qu'on est en train de construire, moi je vois pas de fin en fait. On le voit là visuellement dans notre métaphore, il y a une fin. Mais en fait, nous, on n'a pas de fin. On est une boîte qui va continuer de grossir. Qui sait ce qu'on fera après du bus et du train, si on est encore là. Je sais pas. Et en fait, ce bâtiment va continuer de se construire. Il n'a pas de fin. Donc, continuons. Il y a encore du travail et c'est pas fini. Et le design system, c'est un produit, en fait. C'est un produit qui continue d'évoluer. C'est ce que je disais dans la définition au début. Ça continue d'évoluer avec la maturité de l'entreprise et les changements et toutes ces choses-là, quoi. Ça nous fait une bonne conclusion. Ouais. J'ai l'habitude de poser aussi des questions à mes invités sur comment est organisée leur équipe produit. Mais en fait, je me dis que ça sera l'occasion de te réinviter pour discuter de ton rôle de head of maintenant, comme tu vas prendre ce rôle-là. Et du coup, je me demande juste, t'es passé de product designer à lead. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi au niveau du design system? Est-ce que c'était toujours toi qui étais là pour le pousser ou est-ce que tu as fait d'autres choses? Et tu as délégué ce design system à quelqu'un. Est-ce que tu as lâché le bébé? Oui. Oui. En fait, oui, exactement. Ça a été le choix difficile, mais il faut le faire.
J'ai dû effectivement me poser la question à un moment de est-ce que je deviens un expert design system et je continue dans cette direction? Ce qui est un peu ce que tu es devenu quand même, parce que t'es beaucoup là pour parler de design system. Bon, Oui. ça fait 1h30 qu'on parle de design system. Tu vas dans beaucoup de confs où tu parles de design system. Ouais. Oui. Oui. Oui, Parce que j'aime pas trop le terme expert. Il y a plein de c'est toi gens qui l'as qui sont dit. très bien sur. Je te l'ai laissé. Oui, je voulais le devenir. J'avais le choix de le devenir. Non, mais du coup, j'avais le choix entre continuer et essayer de devenir cet expert design system ou changer complètement et aller dans une direction qui m'intéressait aussi, le leadership et le management. Et donc, du coup, effectivement, à ce moment-là, tu te poses la question, tu te dis, il va bien falloir le lâcher, ton petit système. Et parce que c'est bon aussi, tu vois, j'ai apporté moi ce que j'avais apporté jusqu'à un moment, et il y a sûrement des gens qui sont meilleurs que moi pour voir ce qu'il y a après, ou revenir sur ce qui a été fait pour me dire en fait il y a des trucs qui ont vraiment été pétés, faut changer. Et donc du coup on a recruté quelqu'un qui a pris ma place sur le design system et qui le reprend à temps plein aujourd'hui. Donc voilà, et ça c'est rigolo parce que du coup je l'ai lâché une première fois en me disant je fais plus. Mais quand même, je manage cette personne et c'est moi qui lead. Donc, je leadais la partie demande du produit et design system. La partie demande, c'est les personnes qui veulent trouver un voyage. Okay. Exactement. Passagers, chercher à trouver un voyage. Et donc, du coup, j'avais gardé cette partie design system. Donc, j'avais toujours un pied dedans. Je sais quand même où est-ce que je veux aller, où est-ce qu'on veut aller. Et je suis là pour aider aussi à montrer la direction à Jonas, donc Jonas qui est le designer qui me remplace. Et du coup, la position de Head of Design, elle est rigolote parce qu'elle est à un deuxième niveau de tu vas lâcher le bébé, mais qui est un peu plus vénère. C'est vraiment là, on s'est dit, en fait, je vais complètement lâcher le sujet et il y a quelqu'un d'autre qui va arriver avec un œil plus neuf dessus et qui reprendra le bébé. Je serai toujours loin, j'aurai toujours un avis, mais je pense que c'est le bon moment de le lâcher et de le voir grandir, quoi. Donc c'était exactement le bon moment pour aller de design system avec toi aujourd'hui. Voilà, c'était la dernière fois que j'en parlais. Et en tant que head of design, tu vas reprendre aussi la partie brand ou tu vas gérer juste la partie product design? Product design. La brand, elle reste toujours. Nos équipes ont été récemment regroupées. On est maintenant brand and experience. Mais non, sur la partie brand, on a, si je te parle de l'organisation, mais on a Tristan Charvilla qui est le VP Brand and Experience, et côté brand, on a Nicolas Boy-Moller qui est le Head of Brand. Et moi, je reste Head of Design et donc UX et pour Product Design, quoi. Après, ça va être à nous de nous connecter, quoi. On se donne rendez-vous dans un an pour en discuter. Ouais, exactement. J'ai une question qui est toujours la question de la fin, qui est est-ce que tu as des ressources à nous communiquer, à nous donner? Tu nous en as déjà donné une tout à l'heure qui était la checklist. Ouais. Alors, sur les ressources, j'avais plusieurs choses. En fait, moi, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai 3 que je trouve hyper intéressantes. Il y a InVision qui avait écrit un énorme article qui s'appelle The Future of Design System. Et en fait, je trouve qu'il est hyper complet, cet article. Enfin, je trouve vraiment je le trouve vraiment très bien. Enfin, si on commence, je pense que c'est une bonne lecture pour voir un peu ce qui t'attend et puis comprendre un peu c'est quoi les tenants et aboutissants de partir sur un système. Il parle vraiment de tout, donc je le trouve vraiment, vraiment bien. Et ensuite, il y a un autre truc, on va pas parler, mais il y a un truc que je trouve vraiment cool. C'est un mec qui s'appelle Yuri Vetrov qui a créé ce petit site qui s'appelle algorithme.design. Donc algorithme, ALGORITHMS. Je mettrai .design. Voilà. Je mettrai le lien dans la description du podcast. Et en fait, moi, c'est le truc qui me passionne. Après, système, moi, c'est l'approche un peu intelligence artificielle, tu vois, avoir une machine qui va aller chercher des blocs là et puis qui va jouer avec. Moi, ça me passionne. Et en fait, lui, il a regroupé, il a pas mal réfléchi au sujet et il a regroupé plein de sources d'inspiration, d'outils d'intelligence artificielle qui t'aident à construire plus rapidement tu vois, tes designs. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un truc qui a fait le buzz sur Twitter avec
un plugin qui... Alors, je ne sais pas s'il est fonctionnel ou si c'était qu'une vidéo, mais où tu as quelqu'un qui tape faire un bloc comme ça, avec un bouton comme ça, tu cliques sur Entrée et l'interface est faite et tout le monde est en train de dire c'est la fin des designers et c'est assez marrant que tu parles de ça. Bah c'était un truc qu'on faisait. Alors, j'en avais pas parlé, mais j'avais mon buddy pendant très longtemps. C'était David Voldu qui est parti de la carrière maintenant, mais qui était mon buddy là-dessus, qui était le mec super technique. Et c'était un peu une démonstration qu'on avait fait au Flupa, je crois. Il avait effectivement sur Origami, il tapait des petits mots en disant bah voilà, tac tac tac, je veux un header avec une illustration et un input, et ça se crée tout seul. J'ai vu cette vidéo qui est assez incroyable. On en a pas parlé, mais je la mettrai en description parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est ouf. Tu tapes 4 lignes et c'est tout bon. Ouais. C'est incroyable. Et c'est marrant parce qu'au tout début du design system, j'ai écrit un article sur Medium, c'est marrant. et dedans, j'avais provoqué un peu des réactions fortes là-dessus. Mais moi, un des trucs que j'ai mis, c'était de dire les gars, demain, t'es juste une feuille de papier et tu fais un carré en disant ça, c'est un header. Il n'y a pas besoin de designer. C'est le tech qui devrait savoir. C'est Airbnb qui l'a fait. Et c'est Airbnb qui l'a fait. Ouais. Airbnb, ils l'ont fait. Ils ont été plus rapides. Non, non mais c'est impressionnant parce que c'est intéressant de se dire que il y a encore plein de possibilités derrière. Et moi, je trouve que je dérive un peu, mais c'est un vrai sujet là sur l'après. Il y a un truc que je trouve passionnant sur Design System, c'est la confrontation entre standardisation et personnalisation. Et je crois qu'avec la standardisation et le fait d'avoir un truc qui est hyper cohérent, réutilisé avec des mêmes briques, en même temps, ça va nous permettre de laisser peut-être un jour des machines jouer et changer du contenu et adapter les étapes dans le sens tu vois, qui marche peut-être le mieux avec, j'en sais rien, une catégorie de gens qui utilisent Blablacar. C'est hyper rigolo. Tu te dis qu'en fait, en ayant standardisé au départ, à un moment, on va peut-être facilement pouvoir personnaliser au maximum les expériences. Chouette. Voilà, donc ça c'était le deuxième truc, algorithme. Et du coup, on en a parlé au début, mais effectivement, je crois que lire Atomic Design de Brad Frost, bon, c'est un basique, je pense que tout le monde le connaît, mais c'est toujours bon. Après, j'ai eu la question sur les livres sur le design system. J'en ai pas lu. J'ai pas de livre sur le design system. Et en même temps, le sujet change tellement vite, ça évolue tellement vite, les plateformes évoluent tellement vite que si t'as un livre qui sort, il est un peu dépassé. Enfin, c'est mon avis. Après. Ouais, sûrement. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que, en fait, effectivement, tu dis si aujourd'hui je devais écrire un livre là-dessus, moi j'ai l'impression d'avoir tellement pas fini. C'est très. Ouais, effectivement, ça change tellement vite que ça serait compliqué. Après, je crois qu'il y avait un très bon petit bouquin qui avait été donné par. Comment ça s'appelle? C'était. Ils ont été rachetés par Capgemini là, il y a pas longtemps, une agence, Idean. Idean, ils ont été rachetés et ils ont fait une conférence il n'y a pas très longtemps où il y avait Jonas, donc notre designer, qui parlait de l'approche systémique pour les back-ends. Et donc du coup, eux, ils avaient un petit livre qui partageait sur le design system. Je pense qu'il est disponible en ligne. Je te donnerai les infos que j'avais trouvé super bien écrit. C'est Audrey Hack qui a pas mal participé à l'écrire et qui est passionné du sujet de design system aussi. Et ben écoute, je mettrai aussi ce petit livre en description. Voilà, et après, non, je sais pas. Je sais pas si c'est un intérêt, mais il y a plein de livres qui m'ont inspiré, mais sur le design system, je sais pas. Il y a un livre qui était cool, qui est Les principes universels du design de William Lidwell. C'est pas système, mais en fait, c'est déjà une première entrée dans mais en fait, tu vois, que ça soit faire évacuer des gens dans un avion ou utiliser ta machine à laver, il y a quand même des grands principes qui restent les mêmes. Tu vois, c'est un peu comme le livre Design of Everyday Things c'est plein de choses où tu vois qu'il y a des grands patterns. Donc, c'est des trucs qui m'intéressent pas mal. Donc il y a ce livre là, il y a Checklist Manifesto, je pense que je conseille de lire sur la checklist, et puis non, il y en a plein, il y en a plein, mais ils sont pas très très reliés au design system. Voilà, peut-être que des petits trucs qui sont toujours sur des approches un peu prendre des choix rapides et pas passer trop de temps. Il y avait un truc qui m'avait inspiré à longtemps, c'était Guide pratique de choix typographique de David Rowe. C'était pareil, en fait, il y a des millions de typos. Et en fait, moi je te dis, il y en a, je sais pas, 60 qui sont géniales, super bien designées et qui peuvent répondre à tous tes besoins. Déjà, si tu pars de ça, tu devrais t'en sortir. Bon, ça, je trouvais ça cool. Voilà. Et sinon.
Ouais, sinon, il y a Thinking Fast and Slow aussi de Daniel Kahneman, qui est très très bien. qui est incroyable. Ça a changé ma vie. Alors c'est un gros pavé, mais C'est un pavé, ouais, mais c'est génial, c'est à lire. Ouais. qui s'appelle Système 1, Système 2 en français. Système 1, Système 2 Pour ouais, les en gens qui français. savent pas. Moi, je l'ai lu en français. Ouais. Oui, bah, tu vois, moi je vais le racheter parce que je l'ai lu en anglais, j'ai été là, foula. Des fois, je crois que je parle trop bien anglais. En tout Beaucoup cas, plus compliqué. c'est un livre sur les biais cognitifs et sur tout ce que ça implique. Alors principalement sur l'économie, mais sur tout ce que ça a. Et c'est hyper intéressant pour les designers. Et je pense qu'un dernier livre qui est pas mal, c'est Insanely Simple de Ken Siegel. C'était un gars qui travaillait pour l'agence de communication pour Apple. Et c'est tout autour du sujet de la simplification et de la simplicité et qui est incroyable. Et parce que je trouve que les sujets sont pas si éloignés que ça. Aujourd'hui, Rémi, c'est un malade de simplicité. Oui. Moi, je suis un malade d'approche systémique. Et en fait, nos sujets se croisent souvent. Et on s'influence l'un et l'autre et je pense que c'est un bon livre à lire aussi quand tu commences à construire un design system. Je pense que il y a des règles comme ça à suivre ça reste un outil simple, il faut utiliser et qui doit rester simple à utiliser. Commence par en faire une usine à gaz et ça c'est tu vois, t'as des grands concepts qui permettent de te contenir, quoi. Super. Merci beaucoup pour cette liste. Encore une fois, tout est dans la description pour les gens qui veulent retrouver toutes ces documentation. Si les gens veulent te contacter, on les renvoie vers ton LinkedIn, ton Twitter, alors, on les renvoie pas. Cherchez Nicolas Duval sur Google, tu me trouveras jamais. Non, alors j'utilise pas beaucoup Twitter, mais je l'ai. Et c'est effectivement. Alors mon nom c'est Nicolas Sick, Nicolasseek. Je le mettrai aussi dans la description, ça sera beaucoup plus simple. Et donc du coup, effectivement, mon LinkedIn. Et on m'a déjà demandé mon Instagram, mais je l'utilise pas. En plus, je suis pas sûr que ça soit le. Non, je suis pas sûr que ce soit le bon canal. Eh ben, écoute, Nicolas, merci beaucoup. Merci à toi. Tu m'as consacré pour qu'on puisse discuter du design system. Et puis, à très bientôt. Et puis, bon courage pour ton nouveau rôle chez Le Lacar. Merci. Salut. Salut. Vous êtes encore là ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. À bientôt dans Design System.